Et bonsoir et bienvenue pour notre live Les Échos des terrains tous les lundis sauf aujourd'hui puisque c'est mardi et vous le savez tous évidemment pourquoi c'est programmé aujourd'hui et pas hier vu que notre fameux classico a été déplacé du dimanche soir au lundi soir. Ça a fait un énorme pataquès de toute façon. On va en reparler à la fin, mais d'abord je vais évidemment vous présenter mes amis, même si, à mon sens, ils ne sont plus à présenter. Je vais commencer par Laurent, évidemment. Laurent, MPJ Laurent, bien connu dans la communauté MPG, mais pas que. Tu fais beaucoup Oui, de space aussi, accessoirement. exact, exactement. Donc, J'ai fait hier soir un peu de PSG. Enfin, dans l'après-midi, un peu de PSG. J'ai pas été les embêter le soir. Je suis pas genre provocateur. Tu sais, tu me connais maintenant. Je suis discret et assez mesuré un sobre. peu dans mes propos. Et voilà. Alors, mais voilà, oui. Encore ravi d'être présent ce soir pour débriefer cette J5. Voilà. Je Et je suis. passe la parole au leader, Ouais, sans spoiler, hein, mais je passe la parole je au sais club pourquoi tu leader. dis ça d'ailleurs. Que tu es très content de cette J5, ça c'est une certitude. Mais d'abord effectivement, celui qu'on ne présente plus, Emmanuel Trumer, Manu, salut Manu. Salut Nico, salut Laurent, très content d'être là. Et les amis, Salut. on va tout de suite enchaîner sur les matchs avec Olympique Lyonnais et Angesco. Et je vous ai préparé des visuels évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant avec les visuels, c'est que j'ai fait une petite touche ajout, le momentum. Je vous ai rajouté le momentum du match. Alors voilà, je sais que c'est assez petit, mais au final, c'est pas grave en soi, puisque bon, je trouve que quand même c'est assez parlant. Ah, là, on voit Ah, ton ça y est, torse. ça s'affiche. Oui, non, pardon, je cherchais le momentum parce que ça ne s'affichait pas sur mon écran et en fait, ça y est, c'est arrivé un peu avec un petit décalage. Bah écoute, j'espère que tout le monde le voit bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qu'on peut voir hein, au niveau des stats, 16 tirs totaux du côté de l'OL avec 5 tirs cadrés. Bah, c'est pas un énorme ratio, mais bon, en tout cas, ils ont beaucoup tenté. On voit qu'en face, même si il y a eu, on va dire, pas énormément de possibilités côté Angers, ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Ils ont eu trois grosses occasions comme l'OL. Et au final, on se dit qu'avec un peu plus de réussite, voilà, ça aurait pu faire un match nul. Mais si on voit le momentum, voilà, on voit que vraiment l'OL a quand même dominé cette rencontre. Et par rapport à la formation que je vous mets ici, on voit bien, hein, d'ailleurs, évidemment, Tessman qui a mis le but, mais on voit bien que c'est quand même une formation déjà qui a été décisive défensivement, et puis avec un Fofana encore, voilà, virevoltant. Karabac, je l'ai trouvé aussi très intéressant dans ce match-là. Et en face, on a eu un Kofi qui a multiplié les parades, qui a essayé de faire voilà, du mieux qu'il pouvait, mais il ne pouvait rien sur ce qui s'est passé sur le but. Puis au niveau Hmm. des remplaçants, on a un Soulch qui est rentré assez tard peut-être, vous me direz ce que vous en pensez. Et de l'autre côté, on a eu un Abdelli et un Shérif voilà, qui ont été remplacés à l'heure de jeu. Manu, tu veux commencer? Vas-y. Ouais, c'est assez trompeur les grosses occasions pour Angers, je trouve, parce qu'elles sont à la 94e. Oui, ça peut faire un partout à la 94e, mais pendant 93 minutes, Lyon a été vraiment très supérieur, j'ai trouvé. C'était limite une attaque-défense et il y a toujours cette lacune du côté de Lyon qui est cet attaquant depuis le départ de Mikotadze, parce que Satriano, il a mis du temps à être trouvé. Et d'ailleurs, sur le but en deuxième période, c'est lui qui tape une première fois de la tête sur Kofi avant que ça revienne sur Tessman. Mais globalement, le match était vraiment déséquilibré. J'ai trouvé Lyon a été supérieur pendant 93 minutes. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette incapacité à faire mal. C'était déjà le cas contre l'OM à 11 contre 10. Toutes les semaines, ça se ressemble. Alors, Satriano, il va
il va prendre des minutes, il va prendre des automatismes. Ça va sûrement aller un petit peu mieux. Mais globalement, c'était un match assez tranquille, sauf cette 94e minute où, parce que tu n'as pas tué le match, eh ben, tu t'exposes un petit peu à ce qui s'est passé, c'est-à-dire une frappe parce que Griff, je crois, sort très bien, et puis un corner qu'il ressort aussi très très bien derrière. Deux grosses occasions à ce moment-là. Mais globalement, j'ai trouvé Angers très très limité. C'était vraiment un bloc très bas, un petit peu comme ils avaient fait à Paris face au PSG. Et là, c'était un petit peu le même contexte de match, sauf que Lyon n'a pas réussi à se mettre à l'abri vraiment. Et moi, j'ai bien aimé l'entrée de Soul. Je sais pas si elle est tard, je crois que c'est vers la 60e. C'est le premier changement qu'il fait, il le fait entrer tout seul. 64e. 64e. Ouais. Ouais, moi, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé très très bon. Il a créé trois occasions tout seul quasiment. Il amène le corner où il y a le but, justement. Moi, je l'ai trouvé très bon. Ceux qui sont entrés après ont eu un peu plus de mal, mais ils ont eu un petit peu moins de temps de jeu. Globalement, c'est une victoire logique de Lyon. Et j'ai trouvé Angers assez limité, perso. Vas-y, vas-y. Bon, bah, je vais enchaîner. Je sais pas si tu l'as fait exprès, Nicolas, mais je suis pas d'accord avec Vas-y. Emmanuel. Voilà. Alors, je vais pas dire que c'est un hold-up lyonnais, non, je vais pas aller jusque-là. Mais moi, j'ai vu un Angers qu'on va voir toute la saison, un Angers solide avec des certitudes défensives. Une équipe où Abdelli n'était pas encore en capacité de débuter le match. Et franchement, je pense que Louis Mouton est pas prêt. Il avait montré des choses intéressantes la saison dernière avec Saint-Étienne. Voilà. Je pense que Angers a fait une bonne affaire en le récupérant libre. Mais c'est vrai que voilà, j'espère pour qu'Angers, j'espère pour Angers que Abdelli sera rapidement en capacité d'être titulaire. Mais après, on a vu une équipe à laquelle on s'attendait. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont jouer en bloc bas toute la saison. Et on sait qu'ils vont. Alors, ils peuvent plus compter évidemment sur le Paul, qui était un véritable danger, mais que ce soit Peter, Kalumba a été, voilà, a pas été trop efficace aussi. Sheriff, qui était l'attaquant titulaire depuis le début de saison, a été sur le banc sur ce match-là. Encore une fois, je dis pas que la victoire de Lyon n'est pas méritée, loin de là. Mais ce match-là, pour moi, c'est comme le match d'Angers contre Paris, ça se termine par 0-0. Il n'y a pas scandale non plus, parce que Kofi fait un bon match. C'est peut-être le meilleur gardien depuis le début de saison dans la régularité, parce qu'il a fait quasiment que des bons matchs. Je crois que hormis il provoque un penalty contre c'est Rennes, je crois, si je C'est me trompe possible. pas, ou c'est le match, voilà, mais il l'arrête. Non, alors je sais plus. C'est En pas tout cas, grave. il provoque un penalty, mais il l'arrête. Euh, donc, euh, donc franchement, ils ont beaucoup de certitudes. Ils savent ce sur quoi ils peuvent se reposer et ils le font très bien. Voilà. Alors c'est sûr qu'en termes de jeu, c'est pas emballant. C'est sûr que c'est compliqué quand tu as perdu le Paul, que Raoul Isoa, qui est un défenseur à la base qui joue quasiment ailier, il doit encore prendre ses marques, que Louis Mouton est peut-être un peu trop tendre. Mais franchement, Belkebla, Belgidim au milieu de terrain et la défense, que ce soit à 4 ou à 5, elle est ultra efficace. Mais bon, dans le foot, il faut marquer des buts. Donc, c'est sûr que s'ils n'en prennent qu'un à chaque fois, ils seront en difficulté. Mais moi, je suis pas très objectif avec Angers parce que c'est une équipe que j'aime bien. Je trouve que du jeu fait un travail remarquable. On a mis beaucoup en avant Pélissier la saison dernière, à juste titre. Mais je trouve que ce que fait du jeu est aussi très très bien. Ils ont réussi à travailler avec zéro moyen, ce qui n'est pas le cas d'Auxerre. Auxerre travaille avec des petits moyens, mais il reste toujours supérieur à ceux d'Angers. Donc voilà. Alors, quand je dis que je suis pas d'accord avec Emmanuel, c'est un peu pour mettre un peu de combat dès le début de ce live. Mais voilà, c'est vrai que la victoire n'est pas volée, mais le 0-0, parce que, comme tu l'as dit, moi j'ai vu des choses sur Satriano, j'ai vu le match. Il y en a qui ont mis en avant le match de Satriano. On l'a vu 3 fois dans le match, quoi. Et tu te dis que c'est le seul neuf avec Molébé et avec Gomez Rodriguez. Donc je sais pas où ils vont aller comme ça, parce que si Satriano ne fait pas plus, franchement, ça va être compliqué. Voilà, ils ont eu
Ils n'ont pas eu des matchs trop compliqués. Ils ont gagné contre Lens en J1 alors qu'ils ne méritaient pas de gagner. Lens avait dominé, mais il y a eu un super décant. Contre Marseille, le match est un peu particulier parce que tu as le rouge assez tôt et ils n'arrivent pas, pareil, ils ont du mal à concrétiser aussi leurs actions. Et je pense que et moi je suis inquiet sur Tolisso, je le dis. Tolisso est exceptionnel, mais un peu à l'image de certains joueurs, un peu, allez, je vais prendre la comparaison, c'est comme si Vitinha se pète, si Zakaria se pète à Monaco, si voilà, enfin si Tolisso se pète pour 3-4 semaines, voire plus, je vais être très inquiet. Et avec 2 matchs par semaine, va falloir que Fonseca fasse un turnover très intelligent. Voilà. Donc victoire logique, oui, mais pas aussi Ouais, ils n'ont euh, pas complètement intense. maîtrisé, quoi. Alors, Ils n'ont pas complètement maîtrisé le voilà. match, même. En fait, on retrouve, ils ont maîtrisé, mais on retrouve, et là je rejoins totalement Emmanuel, on retrouve des difficultés que Lyon va avoir. Ils ont plus la casette, Ah ils oui, ont à pas un concrétiser. Mikotadze, ils ont pas de neuf. Et du coup, tu peux parler de Karabekh, tu peux parler de Zouj, tu peux parler de Tesman, de Tolisso, mais une fois que tu as mis 2 mecs sur Fofana, bah Fofana, et en plus, je pense que certains clubs ont vu ce que moi j'ai vu. Je pense que suffit d'un bon petit tacle bien placé et déjà il perd un peu en intensité. Voilà, on en parlera, je sais pas quand. Je pense que tu as gardé le meilleur pour la fin, mais un peu à l'image du tacle d'Emerson sur Hakimi ou le taquet de Højbjerg sur Vitinha dès le début de match. Fofana, tu le prends à deux, tu lui fais un tacle à un moment. Alors je dis pas qu'il faut l'assassiner à la façon années 90 au MPSG avec Colletter et Dimeco, hein. C'est pas ça. Mais tu lui mets un bon coup. Déjà, je trouve qu'il perd en intensité. Et avec une prise à deux derrière, Fofana, bah, c'est quand même le seul vrai danger pour l'instant dans le 1 contre 1 et dans l'animation offensive, quoi. Après, ils ont un milieu qui est très bien construit, qui est très, très solide et ils vont se procurer des occasions. Mais tu n'auras pas toujours Tolisso qui sera là pour mettre la tête ou Tessman pour mettre le pied. Faut vraiment que Satriano se bouge, quoi. Ouais. Voilà. Et la question est toute trouvée, Manu. Forcément, quand on passe d'un Mikotadze à un Satriano, ça pique. Comment est-ce que toi, tu vois ben, évoluer cette équipe de l'OL qui, on le rappelle, a 12 points actuellement? Ouais. T'es muté? Ton micro. Ah oui, pardon. J'avais pas vu. Oui, oui, c'est le seul attaquant, Satriano, donc de toute façon, il va jouer. Il y a pas le choix. Maintenant, ouais, le gap de qualité qu'il y avait entre les individualités l'année dernière et cette année, c'est assez monstrueux quand même, hein. Mais bon, il y a eu l'histoire de la DNCG. Ils arrivent quand même à s'en sortir et à prendre des points comme ça. Sur la durée, ouais, ça peut être compliqué avec l'enchaînement Europe et Ligue 1. Moi, honnêtement, j'étais hyper déçu et je l'avais dit, j'attendais de savoir la fin de mercato pour vraiment savoir si Lyon allait être très très ambitieux et la fin de mercato, elle est terrible, elle est terrible. Moi, j'espérais que le propriétaire, et je ne sais pas qui s'en occupe, allait mettre de l'argent pour éviter ça et ça n'a pas été le cas. Donc, il a fallu vendre, c'était soit Fofana, soit Mikotadze. Ben, voilà, ça fait très mal. Donc, moi, j'attends vraiment le mercato d'hiver pour Lyon. Il faut absolument qu'ils prennent un attaquant minimum un parce que c'est obligatoire. Satriano, je vais attendre de voir, mais de ce que j'avais vu avant ça, j'étais déjà pas hyper fan et pour moi, c'est pas le standing que doit avoir Lyon pour un titulaire en tout cas. Si tu me dis que c'est un deuxième numéro 9, très bien. Mais pour un titulaire, j'attends beaucoup mieux que ça et j'espère que Lyon va le prendre cet hiver. Je pense, j'espère qu'ils vont le faire, je sais pas, on verra. Ouais, ça peut être compliqué l'enchaînement. Ça peut être. L'effectif, il est léger. Il est léger et c'est dommage, parce qu'on voit qu'il y a quand même une capacité à prendre des points, à être à 12 points. En plus, le match qu'ils perdent, ils prennent le rouge, l'arbitrage, etc. à Rennes. Donc, c'est dommage cette fin de mercato. C'est vraiment frustrant. Mais bon, il faut que ça tienne jusqu'à cet hiver et prendre un attaquant cet hiver. Ah, on espère pour eux hein, que ce sera possible. Parce que quelqu'un sait exactement où ils en sont actuellement par rapport à, justement à DNCG et ce qu'ils devaient mettre dans le pot. En gros, de ce que j'ai compris, ils doivent trouver, enfin, ils devaient trouver 40 millions pour le 30 juin.
le plus tôt était le mieux et ça explique la vente de Mikotadze. Voilà, donc je ne sais pas quel est le montant exact de la vente de Mikotadze, mais ils ont déjà fait un énorme pas vers la tranquillité financière, en tout cas pour cette saison. Pour rappel, ils ont ils ont aussi, parce qu'il y a la DNCG, mais il y a aussi leur accord avec l'UEFA, voilà, où ils ont 12,5 millions d'amende, si je me trompe pas, et si jamais ils ne respectent pas l'accord, ils ont encore 12 millions, 5 à payer. Donc, tu vois, ils ont cette double amende qui fait que ils doivent absolument rentrer dans les clous. Donc budget, enfin d'un point de vue de masse salariale, ça ils ont fait le travail. Je crois que Gerlinger en a parlé ou Michel Kahn, je sais plus quel Kang. est son prénom, pardon. Kang, voilà, en ont parlé. Ils ont quasiment, je crois, baissé de 50% la masse salariale. Donc ça, ils sont rentrés dans les clous. Et toutes les ventes leur ont permis cela. C'est aussi pour ça que tu vends Mikotadze. C'est parce Pour que Mikotadze a un gros salaire. répondre à ta question, c'est 31 millions, Mikotadze. Voilà, donc ils doivent en gros encore vendre pour une dizaine de millions ou faire rentrer en tout cas une dizaine de millions. Est-ce que ça passera par un trait des qualifs européennes, par voilà. Mais en tout cas, les chiffres qui étaient donnés, c'est les 40 millions qu'ils devaient trouver d'ici le 30 juin. Donc là, ils ont déjà fait un énorme pas. C'est vrai que la situation financière, alors il y en a qui sont beaucoup plus experts que dans ce domaine-là, mais en gros c'est ça. Ils ont fait un énorme pas, mais de là à pouvoir dégager un budget pour choper un attaquant, j'ai du mal à y croire. Et c'est d'autant plus surprenant pour moi qu'ils ne fassent jamais jouer ni Gomes Rodriguez, ni Molébé, surtout Gomes Rodriguez, parce qu'il a quand même beaucoup fait jouer en prépa. Donc je comprends pas pourquoi il ne le fait pas jouer. Voilà. Donc peut-être qu'on va le voir avec les suspensions, parce que je crois que c'est Tolisso qui a une suspension pour le match en Europe. Et puis les matchs au repos, etc. Peut-être on va les voir. Ça parle de Carvalho, de Molébé, de Gomes Rodriguez, donc en plus de Mera qu'on a déjà vu pas mal. Donc à voir. Tiens. Voilà. J'aimerais bien vous entendre aussi sur quand même une recrue côté OL. C'est Ghezal. Bah ouais. Ghezal, après, faudrait Vas-y, hein, savoir quel Manu. est son contrat. Voilà. Mais oui, je pense que c'est un mec qui a ils ont dû signer un contrat qui les arrangeait, qui arrangeait et le club et le joueur qui était libre. Voilà, je pense que c'est juste pour renforcer, pour amener une touche technique, pour avoir un offensif supplémentaire. Mais on voit bien, il est rentré, je crois, que c'est 5 minutes sur ce Oui, match-là, tout à et fait. sur le match précédent, c'était à peu près pareil. Donc voilà, non, il est rentré à la 89e et l'autre, il était rentré à la 67e. Voilà. Donc voilà, on va voir, mais c'est un coup. Tu fais revenir un ancien, c'est malin. C'est malin parce que je pense que dans ces cas-là, tu as des cadres, t'es dans le cadre d'un accord salarial très avantageux pour les deux. Bah, c'est un peu la marque de fabrique de l'OL ces derniers temps, de faire revenir les anciens. On parlait de la Casette qui est partie, Tolisso aussi. Forcément, c'est une carte aussi de faire revenir Ghezal. T'en penses quoi, Manu? Ouais, mais c'est pas exactement le même calibre. Oui, Tolisso et la bien sûr. Lacazette, tu les fais revenir, quand ils reviennent, ils sont très en forme, ils ont des gros salaires. C'est quand même tu prends des atouts sportifs. Tu payes d'ailleurs leur gros salaire parce que ce sont des atouts sportifs. Ghezal, tu paies rien et sur ces minutes, ça se voit d'ailleurs heureusement que tu paies rien. Parce qu'honnêtement, il m'a pas emballé du tout. Maintenant, voilà, c'est pas à dénigrer parce que lui, il a le courage de venir aider, mais tu sens qu'il vient de Turquie, que c'est pas forcément un apport sportif énorme pour l'instant. En soi, j'aime bien le joueur, j'aimais bien le joueur. Je le trouve assez fin, il a un pied gauche intéressant, il peut être passeur décisif, mais sur ses premières entrées, ses premières minutes à Rennes et face à Angers, il m'a pas ébloui. Mais voilà, ça reste dans ce que je disais, c'est-à-dire pour moi, la qualité individuelle vraiment moindre comparée au mois précédent. Et c'est ça qui me frustre un peu à Lyon. Mais encore une fois, Laurent l'a dit, c'est parce que c'était un plan financier. Et enfin, c'était avantageux financièrement. Il coûte rien, il était libre, donc pas d'indemnité. Le salaire, il doit être rikiki, donc très bien.
Mais la qualité individuelle, elle me manque, moi, personnellement. Et ça m'embête un peu pour Fonseca qui est un peu bloqué. Oui, mais bon, avec cette OL-là, il faut pas non plus s'attendre à prendre Caicedo. Donc forcément, à un moment donné, si tu as un mec qui est motivé pour venir, bah, comme tu le dis, peut-être que pour l'instant, il n'a pas encore les minutes pour faire un match dès la 60e, dans le sens où peut-être que, je ne sais pas, hein, peut-être qu'en Ligue 1, c'est plus physique qu'en Turquie. Donc voilà, c'est aussi une façon de dire aussi que c'est quelqu'un qui a de l'expérience et ça peut être important dans le vestiaire. Tu as raison là-dessus. C'est les automatismes, c'est valable pour lui aussi. Les autres, c'est des nouveaux aussi, donc ça se cherche, et pour lui aussi. Et puis, je pense qu'il aura son mot à dire parce que de toute façon, je ne vois pas de solution qui se détache. Karabekh, moi, je suis vraiment pas fan. Depuis le début de saison, je trouve Soul vraiment meilleur que Karabekh. Mais sinon, il n'y a pas de joueurs vraiment. Ou l'année dernière, tu avais des Cherki, des Fofana, des Lacazette, des Mikotadze. Là, il te reste que Fofana d'indiscutable quasiment. Donc, Hmm. au final, Gueza, il peut avoir son mot à Et dire. Tolisso. Le Ouais, délivre pas, Tolisso, hein. Tagliafico Et, aussi, enfin, Oui, non, mais dans le secteur ouais, de Gueza, dans le ouais, ah, secteur offensif. ouais, dans le secteur offensif, ouais, voilà. Après, Tagliafico, quand tu vois le match, enfin, le début de saison d'Abner, va c'est vrai. falloir, je pense que ça va se partager, hein. Mais Mais c'est bien qui est, non, non, tu connais à peu près le. Ah, t'as 10 joueurs, enfin 9 joueurs sur 11 à Lyon au démarrage, quoi. Après Grave, parce que je crois que c'est Grave qu'il faut dire, parce que le I est après le E, moi aussi je me suis fait avoir. C'est pas G-R-I-E-F, c'est G-R-E-I-F. Et je crois qu'on dit Grave. Pas transcendant. Voilà. Il y bah, a, on sent qu'il a pas je crois que encore confiance, quoi. son. Ouais, et je me pose cette question, est-ce qu'il a pas confiance ou est-ce qu'il a ressenti que le coach lui avait pas fait confiance et que la blessure de Descamps l'arrangeait bien Et il est pour le décisif quand mettre? même ce week-end, hein. Oui, Il est décisif. Sur les deux dernières actions, il est monstrueux, hein. Sinon, c'est un partout, hein. Ouais, mais sur son premier ballon, je l'ai trouvé monstrueux, je suis pas sûr, Manu. ouais, Monstrueux, monstrueux, Je j'attends je de veux trouve dire, voir. un peu. celle qu'il sort et qu'il touche avant le poteau, ça fait corner. Et sur le corner qui suit, pareil, un deuxième arrêt monstre. Ces deux-là, Hmm, bah, d'ailleurs, il a quelle note? Mais ouais, il est sur lui le ballon en fait. Sur le corner, il est sur lui. Même moi, je l'arrête celui-là. Je te le dis, hein. franchement, elle va vite, hein. Et sans ces deux arrêts-là, c'est Lyon se fait avoir sur ce match-là, alors qu'il Ouais. n'a rien eu à faire avant. Franchement, pour moi, il a été décisif, hein. Ah, mais je dis pas qu'il a pas été décisif. Je dis juste que c'est pas non plus des arrêts monstrueux à ce niveau-là en fait. Mais ça, c'est ma lecture de gardien. Voilà. Donc moi, je reste encore sur ma faim par rapport à ce que bah, nous avait montré Perry en fait. Perry, là pour le coup, oui, il a fait des arrêts de grande classe. Pour l'instant, il vient d'arriver en plus, donc je tire pas dessus, hein. C'est juste que pour l'instant, je vois juste que Descamps Il a était pas bon. pris le but, je vois pas. Il a pas pris le but, il a fait un match, un clean sheet. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est Angers en face. Enfin, bref, Oui. on verra, on verra contre voilà un peu plus offensif déjà. Mais c'est vrai que Descamps est assuré quoi dans les buts, et même si Ouais, c'était compliqué pendant le match où il se blesse justement. ouais. Donc voilà, et je pense que c'est. Vous savez quoi? Contre Rennes, moi je pense que Ouais. il se prend le deuxième et le troisième but justement parce qu'il se blesse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois d'ailleurs, de me blesser pendant le match. Et en fait, bah, il y a des sensations bah, que tu n'as plus quand tu te blesses pendant le match. Et je pense que sur le deuxième but, il veut tellement aller la chercher que bah, l'attaquant il touche le ballon, mais il touche aussi sa main. Et que derrière, ça le déstabilise. Il prend le but. Et le troisième, qui à mon sens a un but où il devrait sortir, il aurait dû sortir pour boxer le ballon à minima, et il reste dans ses cages. Et je pense qu'il se prend ce troisième but vraiment à cause de sa blessure. Pour moi. Mmh. T'as peut-être raison. Je fais confiance aux professionnels des. Voilà. Si seulement j'étais Voilà. professionnel. Euh, ok les amis, je pense qu'on a
pas mal parlé de ce match. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je ne pense pas, Non. Enfin, moi, de mon côté, même si voilà, on n'a pas beaucoup parlé de Mera, mais enfin, il est pas un grand jeune. match de Méran. Il est Ouais, jeune, faut qu'il apprenne et il va absorber. Après, moi, j'en attends pas non plus des miracles. Il a beaucoup de pression. Tu le vois. c'est ça. Enfin, j'ai encore vu, je crois, que c'est aujourd'hui les images là de la photo officielle. Mais enfin, j'ai l'impression de voir mon fils qui a 13 ans, quoi. C'est Je pense que exactement ce tu que j'allais vraiment dire, hein. tu, tu le croises dans la rue, tu lui demandes mais pourquoi t'es pas au collège, quoi. C'est impressionnant, il est tout jeunot, voilà. Donc non non, laissons-lui le temps, il va apprendre son métier de footballeur professionnel. C'est très très bien ce qui lui arrive. On voit qu'il a une très belle technique, mais voilà, je suis pas pressé. Bah non, il faut pas être pressé. Et moi, je serais même Non. tenté de dire que le lancer dans le grand bain à son âge, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Qu'est-ce que t'en penses toi, Manu? Moi, je le trouve un petit peu léger, mais j'aime bien parce que quand Lyon a le ballon, il facilite ça et il est à l'aise avec le ballon, Mera, mais je le trouve un petit peu léger. Déjà, il disparaît dans un match totalement. Plus les minutes passent et plus il disparaît. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, il va toucher pas mal de ballons. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder ça. J'ai pas regardé, mais de regarder au fil du match le nombre de ballons qu'il touche. Mais moi, je trouve qu'il disparaît totalement physiquement. Il demande moins le ballon et donc il devient un peu inutile au fil du match. Et c'est pour ça que souvent il sort d'ailleurs, parce que Fonseca le voit, je pense. Oui, J'aime bien, mais tu sens que il a autant de temps de jeu. Pour moi, il a autant de temps de jeu parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça m'embête un petit peu. oui. Il rentre dans mon idée que le secteur offensif de l'OL il est beaucoup trop léger et que si c'était plus fourni, il aurait moins de temps de jeu et il pourrait progresser de manière plus douce. Parce que là, il est exposé tout le temps, il rate le face-à-face à Rennes. Là, face à Angers, il n'arrive pas à être décisif encore. Donc ça l'expose un petit peu alors que c'est léger pour l'instant. Et c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Mais il reste dans la lignée de la formation lyonnaise que moi j'adore, qui forme des très très bons joueurs de foot et il a tout pour le devenir. Mais aujourd'hui, aujourd'hui j'irai le voir en U19 plus qu'en Ligue 1, quoi. Ah, Mais bon, d'accord. voilà, il a beaucoup de temps de jeu. J'espère qu'il va pas brûler les étapes. C'est surtout ça, quoi. Enfin, j'espère de tout cœur qu'il va pas y avoir une grosse blessure, par exemple. Bref, l'avenir nous le dira, les amis. Oui. Et on va passer à notre match d'après, qui est celui-ci, qui concerne le FC Nantes face à Rennes, avec déjà Ah. un fait de jeu, si on peut l'appeler comme ça. J'aimerais quand même avoir votre Euh, avis sur une mimine qui a été sifflée. Euh, alors, moi, je veux bien Tu veux? Vas-y, commencer. commence. Ouais, je vais commencer. Il se trouve que je connais un commentateur de match de football qui est journaliste et qui commande pour différentes chaînes, soit du football de la Ligue 1, soit des matchs notamment de Serie A. Et on a beaucoup de débats tous les deux, notamment sur les mains, les pénaltys, etc. Et il se trouve qu'il connaît quelqu'un qui arbitre en national. Donc, alors, c'est pas sa plus grande qualité. Sa plus grande qualité, c'est d'être supporter de Marseille. Mais en plus, il a une expertise voilà. Et à chaque fois qu'il a un doute ou qu'on n'est pas d'accord, il lui soumet. Et on était tous les deux d'accord pour dire qu'on ne comprenait pas pourquoi la main. Et son pote arbitre a expliqué que le souci, c'est que oui, c'est le bras qui touche le sol, mais en fait, le bras n'est pas, il n'est pas le long du, voilà, ou il n'est pas posé. On ne voit pas très bien, mais il n'est pas posé au sol. Il est vraiment en arrière. Et donc lui aurait pu le siffler. L'arbitre a dit qu'il a pas dit il devait le siffler. Je crois, il me dit. Il aurait pu, enfin, la décision n'est pas illogique. Bon, moi, pour moi, elle est scandaleuse. Je vais faire court. Sur des bras comme ça, le mec, à moins qu'il plonge les deux pieds en avant et les bras collés comme ça, c'est pas possible de tacler. Enfin, humainement, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu le VAR qui a appelé à ce moment-là pour revoir l'image. Je sais pas. Voilà. Pour moi, il n'y a jamais penalty. Et puis après voilà, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Je comprends rien. Sur les trois premières journées, je trouvais que les quatre premières journées, l'arbitrage était à peu près correct.
Non, sur les 3 premières. Et puis alors là, depuis la J4, je trouve que ça, on retourne dans nos travers, on comprend rien. Il y a pas de cohérence. Enfin voilà. Donc et là, c'est pour moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas le VAR qui appelle pour qu'au moins il se fasse une idée, quoi. Voilà. Je suppose que pour elle, ça glisse, c'est pour ça que ça C'est ça, fonctionne pas. Et exactement. bon, trêve de plaisanterie, Manu, quelle est ta lecture, toi? C'est incompréhensible parce que on avait parlé du penalty de Medina à Madrid, où là, pour le coup, il avait le bras qui n'était pas au sol. Donc, c'était la raison du fait qu'il siffle penalty, hormis le fait que ça touche la jambe avant, tout ça. Mais en tout cas, il avait le bras qui n'était pas au sol. Là, le bras, il fait fusion avec la pelouse. Là, c'est flagrant. Voilà, je regarde l'image, le bras, il est collé à la pelouse. Limite, il va rentrer dans le terrain, le bras là. Donc, donc là, tu es dans la règle. Le bras est collé à la pelouse quand il tacle. Et il siffle quand même. Je ne sais pas quoi dire, moi je comprends pas. Et on ne saura jamais, parce qu'une fois c'est comme ça, une fois il va te dire c'est collé au sol, une fois il va te dire ça a touché une partie du corps avant. Hmm. Tu sais pas en fait. Et Ouais. moi j'en ai marre de parler de ça parce que ils font ce qu'ils veulent avec cette règle-là. Donc bon, ben voilà, et ben, quand c'est sifflé, c'est sifflé. Et il n'y a même plus à discuter en fait. Et une fois c'est sifflé, une fois c'est pas sifflé. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Eh Donc oui. tant qu'ils expliqueront pas comment est-ce qu'ils sifflent les mains, bah, on ne pourra jamais savoir. Donc là, pour moi, il n'y a jamais pénalty, mais il l'a sifflé. Je ne sais pas pourquoi. Et heureusement que Nantes a réussi à revenir dans ce match. Et, Oui, parce qu'on va parler. Je crois qu'avec Manuel, on a un petit. Ça y est, comme se dit beaucoup dans les spaces, on a ouvert un agenda sur l'entraîneur de Rennes. Voilà. Je pense que je vais laisser la main peut-être à Emmanuel sur ce qu'il a commencé, mais et la et, deuxième mi-temps de Rennes, et je la reprends. j'aurais aimé. Voilà, on va reprendre là, vas-y. Vas-y, je reprends la main parce que forcément là tu vas plus vite que la musique. Parce que moi, Pardon. encore une fois, j'ai prévu des petites choses. Le momentum, comme je vous ai dit, le rendement général, avec déjà des stats qui vont quand même bien dans le sens de Nantes. Et pour le coup, on peut quand même parler d'un match assez abouti du côté de Nantes, même si c'est vrai qu'il voilà, il a fallu attendre la seconde période. Mais voilà, c'est quand même un match qui était beaucoup plus plaisant que les derniers qu'on a vus de Nantes, j'ai trouvé. Et à partir de là, oui, Rennes avait toutes les cartes en main, on le voit bien hein, sur le momentum où Rennes a pris les rênes, si je peux me permettre ce jeu de mots. Et après le penalty, a remis un but. Et tu rentres au vestiaire avec 2 buts d'avance. Et forcément que les Nantais, ils allaient se rebiffer, ça me paraît logique. Donc ils ont augmenté un peu le curseur, l'intensité côté nantais. Et après, il y a eu une déferlante où Rennes a fait du Rennes, on va dire. Rennes a fait du Rennes, mais c'est dommage parce que c'était bien parti pour le coup et on y croyait, Manu. On y croyait à cette compo. Hein. Ah bah moi, je me suis dit, pour une fois, tu vois, je vais être content, je vais être positif. La semaine dernière, je t'avais dit, j'aimerais être positif, dire des bonnes choses, et c'est jamais le cas. Et là, j'ai cru que ça allait être le cas. Eh ben non. Eh ben non, parce que même s'il commence bien et il a changé son schéma, ça a mis du temps à se voir parce que Alidou Seydou, il restait très très bas alors que Merlin allait très haut. C'était toujours un peu déséquilibré, mais plus les minutes avançaient et plus Seydou il montait sur son couloir et il laissait 2 défenseurs centraux. Et d'ailleurs, Rennes marque là-dessus avec une passe décisive d'Alidou Seydou, latéral droit très haut. Donc moi, je me suis dit, bah voilà, ça prend forme, c'est super. Et puis, il y avait du concret. Il y avait du concret parce qu'il y a ce penalty, ok, il ne doit jamais exister. Rennes marque là-dessus, mais en dehors de ça, Rennes a marqué ce deuxième but avec Alidou Seydou, passeur décisif. Et Rennes a eu des occasions et a dominé la première période. Alors, Rennes a été supérieur dans le jeu, dans un match, pendant une période. Et ça, j'avais jamais vu ça quasiment. Hmm. Donc je me suis dit, bah, c'est super, c'est parti. Et ben non, il est revenu en deuxième période et il est repassé à 5 derrière parce qu'il menait 2-0 et visiblement menait 2-0, ça l'a perturbé, il ne trouvait pas ça normal. Donc il est repassé à 5 derrière, il a fait rentrer Attebourg et qui est fautif sur à peu près toutes les occasions Ah, 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 ça nantais. y est. Masterclass. Et toutes Non, non, les semaines, disaster class.
masterclass, on dit. Toutes les semaines, ils vont inventer quelque chose. Je pense qu'il a la Schtroumoun, qu'il est poissard, parce que cette semaine, après un but par une équipe sans attaquant de Lyon, il a pris un but par une équipe qui a arrêté de jouer, qui demandait Oui, un deuxième penalty, c'est vrai. et ils ont réussi à prendre un but. Non, mais toutes Oui. les semaines, il va inventer quelque chose dans ces matchs. Et Mais ça, c'est rare quand même. Et ça, c'est assez précieux. Donc, rien que pour ça, merci. à la décharge quand même de Bey, Alidou Seydou se blesse. Et encore une fois, Alors, c'est ce que je disais, c'est que tu as des solutions. Si tu veux rester sur ce schéma, tu as des solutions plutôt que de repasser à 5 derrière. Bien sûr. Il veut pas. Lui, il voulait repasser à 5 derrière. Et il l'a fait. écoute, Et ça a été catastrophique. allez, je vais enchaîner. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, avec Emmanuel, on a débusqué la fraude Habib Beye. Voilà, parce que ces explications encore, on est en train de tomber sur un coach. En gros, l'équipe gagne, c'est grâce à son génie tactique. L'équipe perd, c'est la faute des joueurs. Voilà. Et Classique. vraiment, il fait des interviews. Enfin, c'est ce qui est insupportable. Tu sais, c'est ces gens. Je vais pas citer de nom parce que voilà, il y en a plein à la télé qui utilisent plein de mots compliqués, tu sais, des trucs qui ont au moins 5 ou 6 syllabes pour se faire paraître intelligent, alors qu'ils pourraient juste te dire que l'eau ça mouille, quoi. Voilà. Mais non, ils vont te faire une phrase de 5 minutes ou que tu pourrais résumer en l'eau ça mouille. Voilà. Et Habib Beye, je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est un melon, je sais pas ce qui se passe. Attends, Voilà. il a Et gagné tactiquement, j'ai rien. contre le maestro, contre il maestro Roberto De Zerbi. Il a gagné J1. Oui, 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 oui. Ah bah oui, bah oui, il a été génial. Franchement, voilà. Non, non, mais enfin, ce qu'a dit Emmanuel sur tout le côté tactique, j'ai pas une virgule à changer. Bon, alors après, donc Kalidou Sédou sort à cause d'un protocole commotion. Rongier sort parce qu'il est touché au mollet. Il est même très incertain pour ce week-end. Donc là, il doit forcément après revoir son effectif. Donc ça, c'est des faits de jeu qui ne sont pas de sa responsabilité. Euh, mais euh, mais t'as sur ce match-là, donc comment dire, t'as un Diawy Cissé Qui est rentré à la place de Rongier. qui est rentré à la place de Rongier, qui a été nul. J'adore Diawy Cissé. Enfin voilà, c'est un joueur extraordinaire. Je ne sais pas ce que Bey a fait de Diawy Cissé, mais tu sais, il est méconnaissable. Voilà, je comprends rien. Enfin voilà. T'as un Fofana qui était là, donc oui, tu vois encore que c'est un joueur de très très haut niveau, mais je maintiens ce que je dis, c'est que alors en Ligue 1 ça peut le faire, voilà, et à Rennes ça peut le faire, mais plus haut je pense que ce serait pas possible, mais voilà, tu sens qu'il y a, enfin il a plus le niveau pour être à fond 90 minutes. Voilà, donc qu'il le soit 60 minutes ou qu'il le soit 30 minutes, c'est très bien. Mais après, et puis t'as la rentrée d'Attebourg, quoi. Enfin, t'as dit masterclass, mais c'est disasterclass. Le Oui. mec, il arrive à provoquer un penalty. Derrière, il sauve un ballon. Non, il fait une main. L'empêche le ballon de sortir. Euh, Récupéré par le Nantais. Emmanuel l'a dit. T'as trois joueurs nantais qui pètent un câble, qui vont vers l'arbitre, et t'as le reste de l'équipe, donc ils sont à 8 contre 11, hein. Du coup, qui continue à jouer, et là, tu as le centre, et qui tombe sur El Arabi, qui fait une très belle reprise d'ailleurs, hein, parce que Oui. elle n'est pas si simple à faire que ça, pour l'égalisation, qui est méritée en plus. Voilà. Donc, au final, tu te dis, bah, le score et le résultat est logique par rapport à ce qu'a proposé Nantes, avec toutes les erreurs de Nantes, ce qu'a proposé Rennes avec toutes les erreurs de Rennes. Bah, il fallait que ce soit un match nul. Je pense que c'est le football a gagné. Voilà, si on va dire ça comme ça. Il y a un moment où faut se remettre en cause. Et autant, je suis assez dur maintenant, Nicolas, t'as l'habitude, et Emmanuel, ça fait deux, trois fois, voilà, comment il s'appelle, sur Habib Beye, mais Luis Castro, va falloir qu'il commence à me montrer autre chose, hein. Parce que je trouve ça pas terrible non plus ce qu'il montre, hein, depuis le début de saison, hein. Alors je vais lui laisser du temps, je vais pas être, voilà, mais il pourrait quand même montrer, enfin, j'ai le sentiment qu'on pourrait voir un petit peu autre chose, quoi. C'est de la réaction du côté de Castro. Il est à réaction en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, Vas-y, Manuel. Oui, est-ce mais qu'il même est, en première, est-ce qu'il a la il y a le saisie idée? Vous processus. l'avez? Vas-y, vas-y, Non, vous Manu. l'avez pas. De quoi? T'as dit quoi? Non, il est peut-être fidèle à ses idées. Ah, Fidel Castro, oui. Ah, voilà. Non, Waouh, j'ai des sons.
En première, il y a l'énorme occasion d'Ablin où il est tout seul, tu sais pas comment il lobe à Mm. côté, tu sais pas ce qu'il essaye de faire. Euh, Moi, j'ai trouvé ça mieux que d'habitude parce que déjà toute la deuxième période, elle est beaucoup mieux. Alors oui, ce qui est vrai, c'est que Rennes a donné la deuxième période, donc Nantes l'a prise, mais globalement, il y avait un petit peu de mieux parce que sur ces matchs précédents, c'était encore plus mauvais, bien plus mauvais que ça. Donc franchement, il y a petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mieux. Et là, être capable de marquer 2 buts, déjà, c'était pas possible sur les matchs d'avant, ça pouvait pas arriver vu que c'était un bloc bas constant. Là, de faire une première période où tu as quelques situations en contre plus qu'avant et une deuxième période où tu domines totalement, ça c'est un petit peu nouveau quand même. Donc je pense que ça peut enchaîner. J'ai vu un petit peu, moi j'ai vu du mieux par rapport à avant du côté de Nantes. Donc là-dessus, je suis assez content. Je suis content pour El Arabi que je trouve très bon. Sur ces quelques minutes, à chaque fois, il est très très bon. Pourquoi pas le faire commencer à un moment. Ça va être une solution. Et puis moi, il y a un nom, mais moi, au-delà de ça, Nantes, je l'ai dit, voilà, j'avais beaucoup gueulé parce que le match contre Nice, c'était vraiment atroce, il n'y avait vraiment rien eu. Et là, il y a eu un petit peu plus d'audace quand même. Ils sont un petit peu réveillés, ils ont un petit peu compris. Je pense qu'il a compris un petit peu. Et donc, ils sont un petit peu réveillés. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais comprendre. C'est que mais qu'est-ce que Bay leur fait travailler à Rennes dans son schéma qu'il préfère? C'est-à-dire quand il fait rentrer un troisième défenseur central, il suffit qu'il y ait un centreur et un joueur dans la surface et tu prends un but. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est dramatique. Parce que s'ils sont trois autour du ballon et trois dans la surface, il fait comment? Il prend 7 buts? Mais c'est pas possible. Tu renforces ton secteur défensif pour qu'il y ait un centreur, un joueur dans la surface et tu prennes un but. Ouais. Mais enlève tous tes défenseurs. Puisque de toute façon, tu ne peux pas défendre. Mais 8 attaquants, peut-être que tu vas marquer des buts comme en première période. Je ne comprends pas ce qu'il fait en fait et je ne comprends pas ce qu'il travaille. Donc ça m'embête beaucoup. Ouais. Ce qu'on voit On a aussi, ajouté. ce qu'on voit aussi, c'est que il a entre guillemets une idée très arrêtée sur ce qu'il peut demander à ses latéraux, notamment à Camara, n'est-ce pas, Manu? Et donc, Ouais, mais il l'a plus refait. Même quand il est passé à 5 derrière en deuxième période, bon, il a choisi à Tebourg. Mais tu avais d'autres solutions. Lilian Brassier, avant qu'il mette Alidou Seydou latéral droit, il n'y avait pas pensé. Hein. Pour lui, c'était inimaginable. Mais qu'est-ce que je vais Alidou Seydou à faire latéral droit? Depuis il est latéral droit, il est très bon. Et ben tu peux faire la même chose avec Lilian Brassier. C'est pas forcément la solution optimale parce que de toute façon, tu n'en as pas. Tu as voulu prendre Frankowski parce que tu veux jouer qu'avec un piston. Bah, quand Frankowski n'est pas là, tu trouves une solution et tu demandes et tu apprends et tu montres à l'entraînement, ça sert à ça. Tu fais des séances où tu es avec Lilian Brassier et tu lui montres ce que c'est le rôle de latéral droit et ce que tu attends. Alidou Seydou, il n'a pas à lui montrer parce qu'il le fait tout seul. Mais Lilian Brassier, tu peux le faire aussi. Bah, non, il le fait pas. Il le fait pas, il s'en fout. Voilà, il a voulu repasser à 5 derrière pour densifier défensivement. Il a pris un but par une équipe qui a arrêté de jouer. ça- le foot nous a montré plus d'une fois que ce n'est pas parce que tu rajoutes un défenseur que voilà, Oui, oui. Euh, que tu ne prends aucun c'est clair. but. Et bien au contraire, quand tu as un défenseur qui rentre de cette manière dans le match, n'est-ce pas? Ouais, j'aimerais aussi vous entendre sur, par exemple, un Mbolo euh, qui vient de ton équipe chérie, Manu. Et bon, est-ce que on commence tout de suite à lui tirer dessus ou on va attendre quand même quelques matchs? Bah, moi, j'aurais aimé voir Kader Meite honnêtement débuter ce match-là. Là, c'est un petit peu au CV et à l'expérience parce que Kader Meite, il sortait d'un doublé contre Lyon où il fait basculer le match. Là, il débute pas. Et un bolo, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je ne l'ai pas trouvé impactant. Le Paul, je le vois remuant. D'ailleurs, il est buteur, Sébastien Le Paul. Je le vois remuant. Je le vois essayer de faire beaucoup de courses. Alors, il demande autre chose. À Mbolo, il lui demande de décrocher pour essayer de jouer dos au but et de servir de point d'appui, mais c'est difficile. C'est difficile. Au final, il n'est pas dans la surface là où il pourrait être un petit peu utile parce qu'il est imposant. Et à Monaco, il avait marqué quelques buts de la tête en jouant de son physique, etc. Là, tu le fais décrocher, mais il a beaucoup de mal. Donc moi, pour l'instant, ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est pour ça aussi que moi, à Monaco, j'étais pas fan du tout personnellement. Franchement, mettre 15 millions sur une année de contrat, à Monaco, ils ont dû sortir une bouteille de champagne, hein, parce que tu savais, parce que personne.
Ah bah, Personne n'allait mettre un prix à ces environs-là, hein. Il y avait du bluff, oui, 10 millions, personne n'allait s'approcher même des 10 millions. Donc c'est normal, un an de contrat, il était pas spécialement performant. Donc ouais, c'est compliqué, il a voulu, et oui, il a voulu, hein, il s'est dit, ouais, c'est super, j'ai mon Marcus Thuram et mon Lautaro. Ouais, mais Oui, c'est pas le même niveau, oui. ouais. Ouais. Bah écoutez, effectivement que là, je pense qu'on a fait un bon tour de ce match. J'ai pas grand-chose à dire sur les gardiens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Samba, voilà, fait quand même une, une parade sur le penalty. C'est quand même à noter. Donc, oui, T'as raison de le dire, parce qu'en plus du t'as raison. 2-2, non, il manque un penalty, oui, absolument. Oui, il y a penalty sur une intervention très propre d'Atebourg. eh oui, C'est encore lui, digne d'Otavio. l'homme du Voilà. match. Euh, Ah oui, Atebourg, c'est l'homme du match, oui, t'as raison. ah, quelle rentrée. C'était beau quand même. Ouais, ah, c'était incroyable. Magnifique. Allez, passons à la suite. Je pense qu'on va être un peu plus. Je sais pas, on verra. Je vais voir que. Vous entendre sur ce fameux RC Lens LOSC Derby Ah, du Nord. Moi j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu tout et son contraire sur ce match, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Euh, Si on regarde bon, le match comme ça, on se dit bah, que le RC Lens a vraiment piqué quand il fallait. Solosk qui a bah, beaucoup tenté et c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'ils ont fait quand même 17 tirs pour 3 cadrés. C'est très 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 faible, hein. C'est... mm. Bah, Et puis, juste je finis. Par rapport à ce qu'on voit, et voilà, on a un XG qui est au-dessus de 3 pour Lens, donc ça veut bien dire que ils se sont créés quand même énormément d'occasions. On voit que sur 15 tirs au total, 6 tirs cadrés, 7 grosses occasions, c'est quand même énorme dans un match. Donc il y a des faits de jeu, il y a la pluie, il y a machin, il y a bidule, voilà. On peut se dire que lorsque il pleut, ben, les Lillois ils ont plus de mal à jouer leur jeu parce que le ballon il fuse. Enfin bref, il y a plein de possibilités. On peut tous envisager après pour expliquer. Mais bon, quand on voit que voilà, ben, techniquement quand même, cette première période, elle était très faible au final. Enfin moi j'ai trouvé que techniquement je reconnaissais pas les Lillois. Là où quand même il y avait cet engagement, cette volonté de faire mal côté Lensois, très clair. Et ben, ça a payé en fait. Ça a payé, notamment aussi parce que bah, il y avait le 12e homme qui poussait. Vas-y, je peux. vas-y. Alors, ce match-là est très bizarre. La victoire de Lens ne fait pour moi aucun défaut. Je veux dire, il n'y a aucune contestation à avoir sur ce match-là. Et pourtant, Lille, jusqu'à la 22e ou 23e minute, c'est-à-dire l'occasion de Haraldsson, et je sais plus qui fait la première frappe d'ailleurs. Je crois que C'est pas je sais pas si c'est Milkao. Non, c'est pas Fernandez. C'est Correa. C'est Ah, Félix. c'est Non, non, Correa. c'est Correa. C'est Félix Correa qui fait la première frappe. Et jusqu'à ce moment-là, Lille est très bien. Lille, voilà. Et puis il y a ce fait de jeu. En fait, il y a un double fait de jeu, c'est-à-dire que Haraldsson rate un truc immanquable. Euh, et en même temps, on découvre. Alors moi, j'avais eu le sentiment que le ballon était un peu contré sur la frappe de Correa. Et à la mi-temps, on voit très clairement un ralenti qui passe furtivement. Et puis après, par contre, on l'a beaucoup vu à la fin du match. C'est qu'en fait, Aguilar, dans son plongeon, bah, il smash le ballon sur la frappe de Correa. Donc là, il n'y a pas de doute sur le jeu tacle, machin. On le voit, il smash le ballon avec son bras. D'ailleurs, Risser fait un énorme arrêt parce que le ballon est donc Oui, contré par le bras. Il fait un énorme arrêt sur cette frappe-là. Mais il y a penalty, et pour moi, il y a même carton rouge, puisque pour moi, la main est volontaire. Donc, Aguilar tentant volontairement d'annuler une action de but, c'est penalty, carton rouge. Mais pour une raison que j'ignore, le VAR, bah voilà, il devait faire sa commande chez McDo.
Parce Voilà, qu'il ou chez, je y sais avait plus de la c'est quoi la pub, pluie. c'est Burger King. Il y avait de la pluie. Ou, ouais, peut-être. En tout cas, ils ne revisionnent pas l'image. Pourtant, ils ont les caméras qu'on a vues à la mi-temps, eux, ils sont censés les voir en tout cas dans la seconde. Et puis derrière, enfin, t'as l'impression que l'interrupteur a été éteint par Lille et plus rien. Plus rien parce que même s'ils ont des tirs, même s'ils ont des occasions, enfin des frappes. Mais en fait, Lens les a dominés, bouffés, dévorés dans l'intensité, dans l'envie, dans tout. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu te dis, mais tu vois l'instant quasiment où Lille a décidé d'arrêter de jouer, a accepté d'avoir perdu ce match. Donc derrière, après, oui, t'as un Lens qui a été très, très intéressant, notamment dans la volonté, dans les XG aussi, tu l'as montré, on est à plus de 3,5, donc ils finissent à 3 buts. Tu peux encore parler d'arbitrage, parce que sur la première récupération, tu as un petit contact. Moi, je le siffle pas enfin, Sur j'annule pas Correa. le deuxième but. Voilà. Pour moi, la faute, je la siffle pas. Par contre, sur le troisième, pour moi, oui, il y a faute. Moi, j'estime qu'il y a une faute qui déséquilibre le joueur. Et à l'image de ce qu'on avait vu l'année dernière, notamment quand dans le Lens Marseille, où Lens égalise et ils reviennent sur la faute, voilà, là, tu as une faute qui est pour moi suffisamment importante. C'est pas une grosse faute, mais elle est suffisamment importante pour moi pour annuler le but. Voilà. Mais très très surpris par le niveau de Lille, par le niveau d'Aralson. Enfin voilà, je j'ai pas compris ce qui s'est passé dans ce match-là à Lille et Lens mérite sans aucune forme de contestation sa victoire. Ok. Quelle lecture tu as de ton côté, Manu? Bah, que Lens a joué un vrai derby. Euh, En fait, oui, Lille a dominé pendant 25 minutes, vraiment. Mais dès que Lens a décidé de rentrer dans les duels et de mettre de l'intensité, bah, Lille a totalement disparu. Pour moi, c'est surtout Lens qui a fait disparaître Lille. Et d'ailleurs, les deuxième et troisième minutes, ça le montre un peu parce que on se demande s'il y a faute ou pas sur les duels. La première, Correa qui perd le ballon. La deuxième, Sarawi qui est un petit peu, il se fait marcher sur le talon. Bon, si ça se siffle, tu vois, il n'y a aucune honte. Mais la réalité, c'est que Lens a gagné absolument tous les duels sur le terrain Mm. et a joué un vrai derby. Quand Lille s'est contenté de faire tourner le ballon plutôt de manière intéressante pendant 25 minutes, mais dès qu'il a fallu un petit peu hausser le niveau, dès que Lens l'a fait, bah, Lille n'a plus existé du tout dans le match. Et au final, c'est un 3-0 ultra logique. Parce qu'en plus, même, tu l'as dit, les XG sont importants parce qu'en plus, il y a une énorme occasion de Tovin, mais il est sur son pied droit, il n'arrive pas alors qu'il est tout seul face au but. Il y a une autre occasion de Fofana. Avant ça, je me demande comment est-ce qu'il tire à côté. Euh, ouais, Lens a été vraiment supérieur dans ce derby. Pas dans le jeu, parce que c'est pas le jeu, moi, qui m'a impressionné du côté de Lens, Non. mais c'est le fait de vraiment jouer un derby et gagner tous les duels et d'étouffer totalement Lille. Donc au final, ben, l'équipe qui avait le plus envie a gagné. Je continue, et moi je le pensais avant le match, donc je me suis trompé. Je pensais que Lille allait être plus fort. Et ben ce match-là, je continue de penser après ce match que Lille peut être plus fort, mais à un moment, il faut aussi prendre en compte que c'est un derby et que c'est un match particulier et qu'en face, ils l'ont bien compris. Et si toi, tu le comprends pas, ben, tu perds le match. Et c'est pour ça que les temps est parti, c'est parce que vraiment, ils se faisaient marcher dessus et dans ce match-là, c'est compliqué. Mm. Et je voudrais juste savoir votre avis parce que c'est vrai que moi j'ai été totalement surpris sur le but de Thauvin dans le sens où pour moi Verdonk il doit jamais le lâcher parce que il part du principe Il, qu'il il- doit il fait une entrée abominable. Il fait une entrée ouais, abominable. Alors, c'est aussi peut-être un des tournants du match, tu as raison de parler de ça, parce que la blessure de Romain Perrault, qui était Le très Perron. intéressant, c'est c'est vrai. un fait de jeu. Verdon qui rentre, il prend un carton jaune, mais ensuite, il fait tout le match, il est catastrophique, hein, ce joueur. Ils ont payé 3 millions, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu les 3 millions. Hein. Mais enfin, c'est pas facile aussi, tu me diras, dans ce derby-là. Ok, mais son match, il est abominable. Donc oui, tu as raison, je comprends sur le but de Tovin, mais je sais pas qui défend sur lui. À un moment, c'est Boadi qui y va, puis il recule, puis Boadi y va de nouveau. Verdon, tu sais, moi je l'ai pas vu sur l'action, je sais même pas où il est, alors Bah, que en fait c'est sa zone de il le jeu. suit sauf que il part du principe que il va pas tirer il va centrer et donc il se recule au point de pénalty
Je sais pas si tu te Et donc, souviens de c'est l'action. Boadi qui doit y aller. Mais Boadi, à un moment, il se recule aussi parce qu'il pense que Verdon va y aller. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. C'est n'importe quoi. Et oui, oui, la blessure de Romain Perrault, ça a été un des tournants aussi, possiblement. Ouais. Et surtout, ce que je voulais pointer du doigt, c'est bah, la faiblesse des changements et des joueurs qui sont rentrés en fait. On attendait beaucoup de Sahraoui, on attendait beaucoup aussi d'Igaman. Mbappé a essayé de son côté. Il a essayé. Ils sont rentrés à 3-0, je crois, non? Oui, Ou avant? 77e ouais. pour Egaman, Ouais, donc oui. ouais, il y a Ouais, 3-0, donc ouais, c'était ouais. plié. En fait. Le match, ils l'ont perdu avant. Giroud, il doit sortir avant parce que il fait 75 minutes sans jamais exister dans ce match. Et c'est aussi pour ça que Lille n'a pas marqué dans sa séquence forte. C'est parce que Giroud n'a jamais eu une seule situation où il aurait pu marquer. Je ne sais pas ce qu'il a, Giroud, il a l'air fatigué. Et puis, Ah, ok, il a été touché aux c'est un adducteurs, hein. statut, c'est un statut, il a fait de bonnes choses déjà en revenant, mais c'est pas pour ça que tu es obligé de le laisser 76 minutes sur le terrain alors qu'il est Hmm. inexistant. Surtout si, Euh, comme C'est- le dit Laurent, il était, bah, Bah, enfin, avant la trêve, il a été touché aux adducteurs. ouais, Et c'est ça. vraiment, voilà, je Retour suis de d'accord blessure. mais oui, c'est ça. Et moi, je suis vraiment d'accord avec Emmanuel. Tu te dis, quand tu as Igaman qui est dans cette forme, c'est quoi? Igaman, il est voué cette saison à avoir entre 15 et 30 minutes? Ok, enfin, à un moment, tu peux faire tourner. Tu l'as, il est en forme, il a de la confiance. Qu'est-ce que tu le fais jouer 10 minutes? Enfin, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris le match de Genesio ni de Lille. En fait, et cette façon de s'éteindre. Et souvenez-vous, la saison dernière, le nombre de matchs où ils se sont fait reprendre en fin de match. Alors là, c'est même, ils ont même pas attendu la fin de match. Là, c'est dès la 25e minute, ils ont éteint, ils ont fermé les rideaux, ils ont dit voilà. Allez, pour faire un jeu de mots, puisque le LOSC, c'est les dogs, c'est le chien qui sait qu'il a fait une bêtise, donc il rentre à la maison, tu sais, avec les oreilles baissées, là, comme ça, avec sa tête, en disant, bah, je suis J'ai désolé, je sais que j'ai fait une connerie. j'ai des sons. Et ben voilà, c'est ça. T'as l'impression que Lille est arrivé et à la 25e, ils sont rentrés à Bollaert, et puis ils avaient les oreilles baissées, quoi. Voilà, c'est très, très surprenant. Ouais. Bah, écoute, n'hésite pas à refaire des blagues, j'ouvrirai les sons et voilà. Ça me fait Pas de plaisir ce souci. genre de petites blagounettes. Euh, oui. Donc, bah, c'est un match sans, hein, ça arrive pour les Oui, Lillois. ça. Et ben, bravo, bravo à Lens pour avoir mis tous les ingrédients qu'il fallait dans ce match, avec un peu de réussite, comme tu le disais, parce que il y a des faits de jeu qui vont dans leur sens, parce que l'arbitre a décidé de pas siffler certaines fautes. Ça aurait pu voilà, être dans l'autre sens, hein, vu ce qu'on a vu ces derniers temps, ça aurait pu être de cet acabit. Et bah écoute, je pense que c'est à peu près tout qu'on peut dire sur ce match. Très bon Saïd, voilà. Et on va passer à un match qui a livré voilà, toutes ses promesses. En tout cas, moi, j'ai passé un très beau moment et je pense que Manu aussi. Un petit AS Monaco FC Metz, pardon. Alors, ce match-là, comment dire, bah, je me suis dit que c'était peut-être pas si bien démarré dans le sens où c'est Metz comme Metz qui marque en premier. Mais après ça a déroulé, hein. Du côté de l'ASM, ils se sont dit, bah c'est comme d'habitude avec Monaco, hein, c'est un diesel. Il faut qu'ils rentrent dans le match. Et dès qu'ils rentrent dans le match et qu'ils ont décidé de passer la vitesse supérieure, bah voilà, hein, ça devient plus facile. Après, évidemment, il faudra qu'on parle de Ansu Fati, forcément. On va en parler de son entrée. Mais bon, après, quand tu vois les stats, voilà, hein, 16 tirs, 6 cadrés, 6 grosses occasions. À noter quand même qu'à l'extérieur, Metz a eu 57% possession de balle. Contre l'AS Monaco, c'est quand même à noter. Et donc, comme je le disais, une formation, on va dire, assez classique. Même si bah, il y a des. Enfin, je pense que vraisemblablement, Hutter
aime bien quand même faire de la rotation avec certains joueurs. De la façon à ce qu'ils mettent Kerrer. On dit bravo, elle a dit tu veux enfin faire jouer Kerrer, donc ça c'est cool. Et puis après, j'ai envie de dire que t'es pas forcément Brunner que j'attendais, Titu, mais bon après, écoute, hein, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est un joueur, un nouveau joueur qui doit montrer ce qu'il a. Et bon, c'est pas lui qui est décisif, évidemment, puisqu'il sort à 46e et qu'il est remplacé par El Goleador, Ansu Fati. Et de l'autre côté, on a un FC Metz qui s'est battu avec ses armes et malheureusement, ça n'a pas suffi. C'était trop restrictif, quoi. Moi, je veux bien commencer. Je vais faire très court parce que je Ouais, pense que Manu a des choses à dire. Euh, alors, pour compléter ta stat de possession de balle, je crois qu'à la 30e minute, il y a 70% de possession de balle pour Metz même. Il y a une stat qui doit être à peu près autour de ça sur ce match-là. Euh, et alors, je vais pas trop parler de Metz, mais c'est assez faible. Ils ouvrent le score très logiquement. Mais je vois pas. Enfin, si après 5 journées, je devais mettre une première équipe dans la charrette, je trouve que Metz serait dans ce groupe-là des 3 4 équipes que je pourrais mettre dedans. C'est vraiment faible. Mais par contre, je vais juste dire, Monaco, oui, ils ont planté 5 buts, mais c'est nul. Je vais être très très dur, hein. Mais ça, enfin, tu comprends rien. À 18h, tu vois que son 4-4-2 ne fonctionne pas. Il te sort en conférence, je vais continuer avec, d'accord? Donc tu te dis, bon, peut-être qu'il a géré un truc, il continue avec, et la première mi-temps te montre que, bah, en fait, ça marche pas. Je sais pas ici, c'est les joueurs qui veulent pas. Il y en a qui disent que, d'ailleurs, que le groupe a peut-être lâché Uther. Il te met Brunner, tu sais pas pourquoi. Voilà, t'as Ileni Kena, voilà, mais là il te met Brunner, tu sais pas pourquoi. Tu perds Zakaria pour 2 mois, donc tu mets Bamba se pète en plus parce qu'il s'est fait les ischios, je crois qu'il sera à la 37e si je me trompe pas, donc il sera ouais, absent 3 semaines. 33e. Voilà, 33e. Vraiment, voilà. Donc, alors, ils sont leaders. Voilà, ils ont 12 points. Ils ont gagné 4 matchs sur 5. Y a rien à dire. Mais je suis très, très, très déçu de ce que propose Monaco. Voilà. Manu, vas-y, on te laisse répondre. Je pense pas qu'ils l'ont lâché, je pense qu'ils n'ont jamais accroché, tout simplement. Je pense qu'ils l'ont jamais vraiment aimé. Donc, à partir de ce moment-là, bah, t'as pas envie de te faire mal et de te surpasser. Kerr, il joue parce que Mawissa, il est blessé aussi, c'est pour ça. Sinon, Mawissa, il aurait débuté. C'est Kerr dans l'axe et Thèse à droite. Je sais pas pourquoi Ouais, ils ont ouais, fait. je sais pas pourquoi la compo est comme ça, hein. C'est une erreur. Et, et il a mis Brunner parce qu'en fait, là, sur les derniers matchs, il était avec 2 vraies pointes, avec Balogun et Biret, et ça ne fonctionnait pas. Et Biret se plaignait de devoir jouer comme un numéro 10 et plus comme lui, la seule chose qui l'intéresse, Biret, c'est la surface de réparation et de marquer. Et donc, le fait de décrocher, ça l'embêtait. Et donc là, il a décidé de mettre Brunner, qui lui a un profil plus de numéro 10 que de pur numéro 9. Mais le problème, c'est que Brunner, il est pas bon. À un moment, c'est pour ça qu'il sort à la mi-temps et que la différence, elle est aussi énorme. C'est parce que Brunner n'a pas le niveau de Monaco, là, actuellement. C'est un jeune joueur, c'est un talent. Il a été bon dans la sélection espoir, mais déjà, il n'a pas eu le niveau en première division belge. Sans manquer de respect à la première division belge, c'est encore plus dur en Ligue 1 qu'en première division belge. En tout cas, dans beaucoup de matchs. Donc, bah, il n'a pas le niveau. Et la possession, bah, de toute façon, il ne sait pas comment l'avoir, Uther. Donc, c'est pas étonnant de ne pas l'avoir. Euh, c'est pas une donnée pour lui. Donc, bon, voilà. Et ça marche, et ça fonctionne parce qu'il y a de belles individualités, il y a une présence offensive. Et puis, cette fois, il a fait les changements tôt, donc ça a laissé du temps. Même si Metz marque le premier but, Metz revient à 2-2 ensuite sur un penalty où Minamino fait n'importe quoi. Et puis ensuite, on a vu Fati. Fati, c'est monstrueux, c'est exceptionnel, hein. C'est une individualité en Ligue 1 qui est extrêmement rare, hein. Il y a très très peu de joueurs du niveau de Fati en Ligue 1. Sur les 2 ballons qu'il a, il marque 2 buts et même il se balade un peu partout sur le terrain. Il est capable d'organiser le jeu. Il va très vite dans la surface, il fait des bons appels. C'est monstrueux, Fati. Et puis il est Nikena qui est buteur et qui fait une belle entrée aussi. Donc voilà, c'est bien pour la Ligue 1.
Maintenant, l'étape d'après, elle est pas prête d'arriver, quoi. De... Si quand le PSG va remettre un coup d'accélérateur et gagner 8 matchs d'affilée, à Monaco n'y arrivera pas à les suivre avec ce niveau-là. Donc, ça fera un petit peu comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Et après 3 ans, on peut sortir une constante d'un cycle. Hein. C'est assez parlant, quand même, 3 ans. Et quand au bout de 3 ans, tu as les mêmes performances, les mêmes objectifs, que tu n'arrives pas à aller en dessous, que tu n'arrives pas à aller au-dessus, bon, ben voilà, c'est que le plafond de Monaco, il est là. Il est dans le top 3 Ligue 1 et globalement, 16e de finale ou même phase de groupe de Ligue des Champions. Il n'est pas plus haut et il faut lutter pour qu'il ne soit pas plus bas parfois. Mais voilà, il est là et Monaco est dans son plafond et le sera jusqu'à la fin de l'année, je pense. Et, Vas-y, tout est pardon. dit. Ah, Voilà, non, 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 justement, tout est dit. Après, voilà, j'ai vu que Foot Mercato a annoncé que le club réfléchissait enfin à recruter quelqu'un, parce que j'ai même eu une discussion avec le journaliste qui a écrit l'article, parce qu'ils ont utilisé le terme de joker médical, qui n'est pas bon, parce que allez, je fais mon petit cours de MPG Laurent, mais un joker médical en Ligue 1 n'est valable que dans 3 cas possibles. Tu as un joueur qui décède. Donc Monaco n'a pas eu. On pourrait parler éventuellement des gardiens, du niveau des gardiens, mais voilà, ils n'ont pas heureusement perdu de joueur. Si ton gardien se blesse plus de 3 mois, voilà. Et si tu perds un joueur en sélection, mais en sélection de l'équipe de France sur une blessure de plus de 3 mois. Voilà. Donc, et le texte est bien écrit en équipe de France. C'est-à-dire qu'il y a un flou, c'est s'il se pète avec, imaginons que Minamino se pète 4 mois avec le Japon, a priori, selon le texte qui est très clair là-dessus, je suis pas sûr que ça rentre dans le cadre du joker médical. Voilà, mais ils doivent obligatoirement recruter. Tu perds Bamba pour une blessure musculaire 3 semaines, tu as perdu Zakaria 2 mois, tu as un problème avec Mavissa aussi, blessure musculaire. Enfin, voilà, Golovin, bon, bah, tu as bien compris que sa saison, ça va être encore un match sur 2 si tout va bien. Et si Monaco joue beaucoup le dimanche soir, mais avec la Coupe d'Europe, ça va pas forcément être le cas. Bah, du coup, Golovin ne va pas faire des grands matchs, parce que Golovin, pour moi, il rentre dans la case du mec, si c'est qui passe en prime, là, il se bouge un peu plus le cul. Donc voilà. Et donc ça parle de recruter quelqu'un. Mais un 23 septembre, un joueur libre, parce que c'est forcément un joueur libre. Ah non, 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 ils peuvent faire une recrue, je crois. Si je crois qu'ils peuvent acheter un joueur. Mais qu'est-ce que tu vas trouver comme joueur intéressant? Est-ce que tu vas chercher un défenseur? Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Et t'as pas parlé, mais j'ai un ami qui s'occupe sur le site de Fantasy Coach des compos, qui est monégasque, et qui ne supporte plus 2 joueurs, enfin 3 joueurs. Minamino, Golovin, il les aime bien, hein, mais il en a marre de ce qu'ils y font. Et Crépin Diatta. Et tu te dis que Crépin Diatta, ils ont tout fait pour le vendre, qui était hors groupe, je crois, jusqu'à la J5. Il rentre suite à la blessure Mamba. de Bamba. Et puis, enfin, il change le milieu de terrain un petit peu, quoi. Parce qu'il fait quand même une belle rentrée avec Fati. On parle beaucoup de Fati, évidemment, avec son doublé. Mais Diatta fait une très très bonne rentrée. Et le couteau suisse, je pense que Diatta, Uther va finir par le mettre au cage à un moment. Il peut peut-être essayer, vu les soucis de gardien. Peut-être qu'il va essayer de mettre Diatta au but. Enfin, voilà. J'ai vraiment beaucoup de. Et je pense que ce Monaco a eu de la chance de rencontrer Metz sur ce match-là. Parce que ce que fait Metz pendant, à peu près 60 minutes avant de totalement s'effondrer, enfin, c'est que Metz, quoi. Et Metz, pour moi, est une équipe qui a beaucoup de faiblesses. Et Il y a beaucoup de vraiment, matchs, hein. Il y a beaucoup. La Ligue 1, ça reste. Il y a très peu de matchs qui vont te confronter à tes limites. Et c'est pour ça que Monaco fait 2 top 3. C'est parce qu'il y a très peu de exactement. matchs qui te mettent en difficulté quand tu as des individualités et un niveau basique assez cohérent. C'est 4 victoires sur 5 parce que les points qu'il faut prendre, Monaco les prend. Dès que ça s'élève un peu, il n'y a plus personne. Mais Ah bah, Auxerre. des matchs comme Metz, des matchs comme Auxerre, même Strasbourg, que Monaco a gagné dans la difficulté, mais que Monaco a gagné, Hmm. au final, c'est sur la 95% de la Ligue 1, à réussir à faire top 3. Et ça, on l'a vu sur les 2 années précédentes. C'est pas que cette année, c'est pour ça que je pense que ça va être exactement pareil. C'est parce que ça a été le cas sur les 2 années précédentes, sans difficulté, même si l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué, mais globalement, sans même accélérer,
il a fallu gueuler à 2 journées de la fin en disant mais si vous ne réveillez pas, ils vont tous passer devant parce que c'était très condensé. Mais sinon, Monaco fait des top 3 facilement. Le problème, c'est que les 5% qui te permettent d'aller plus haut, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, ben t'as pas le niveau. Et c'est pour ça que moi je me dis, honnêtement, à quoi bon recruter? À quoi bon? Parce que de toute façon, même avec un recrutement, tu ne pourras pas viser plus haut, ça n'arrivera pas. Sans le recrutement, bah, tu peux mettre Jordan Tézé comme il a fait, parce que c'est Thèse qui est passé au milieu ensuite et Diatta latéral droit. Tu bricoles en fait. Et même en bricolant, ça suffit. Et puis autant attendre l'été prochain, où là tu lances un nouveau projet avec un nouveau coach qui va te dire moi je veux ce joueur-là, je veux ce joueur-là, je veux ce joueur-là. Et là tu construis vraiment un nouveau projet, un nouveau cycle. Et voilà. Parce que cette année, de toute façon, il faut se dire qu'il faudra aller chercher le top 3. Il faudra voir si Paris s'écroule ou pas, parce que ça peut être une donnée, même si j'y crois pas. Et il faudra jouer la Coupe de France, et c'est tout. Oui, je Je suis d'accord. pense que Voilà. Manu, tu as très Et, bien résumé la voilà. situation de l'AS Monaco. Et pour faire un point arbitrage, je voulais juste te dire ça. Si Yongwa se prend un carton rouge, ce qui selon le règlement est logique, je ne comprends pas comment Minamino, pour son geste, ne prend pas de carton rouge. Alors je sais bien que le joueur part sur le côté, etc. Mais le geste de Minamino, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Vraiment. Pour ceux qui l'ont pas vu, il chope par le cou le mec, il le tire, il le fait tomber. C'est lunaire son geste. Ah, bah ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, ou alors qu'on sait, Mm. mais qu'on ne veut pas voir à Monaco, notamment peut-être de la tension. De la tension, on l'a déjà dit, pas plus tard que la saison dernière d'ailleurs, Manu, hein, il y a eu des articles sur bah, des altercations. Ça se voit qu'ils aiment pas Uther, honnêtement. Et il a pas l'air, il a pas l'air proche des joueurs. Quand tu vois des coachs qui vraiment, alors moi je me moque beaucoup d'eux, mais la réalité c'est que ils sont très proches de leurs joueurs parce qu'ils parlent foot, parce qu'ils vivent le foot, parce qu'ils vont ils vont te dire des choses qui font en sorte que tu les vois différemment. Que ce soit les De Zerbi, les Guardiola, les entraîneurs, tu vois, qui sont tournés vers le jeu. Quand un entraîneur où tu parles pas de foot avec lui, ou tu vois, t'as pas d'attache, bah, au Oui, final, tu t'en fous. Et je froid. pense qu'ils s'en foutent complètement. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent complètement de lui. Mm. Ils font le travail parce que déjà, c'est leur carrière, donc ils ont quand même envie tu vois, de partir dans des bons clubs. Et puis parce qu'il faut faire le travail. Il y a d'autres gens derrière. Il y a le Prince Albert, il y a le propriétaire. Mais Uther, il est là dans un cadre, j'ai envie de moniteur de colo, quoi. Tu vois, et puis, c'est pas son schéma. Ça, c'est pas son schéma de base, hein. Il est arrivé avec un autre schéma. Ça n'a pas fonctionné du tout. C'était encore pire que ce qu'on voit. C'était bien pire que ce qu'on voit aujourd'hui parce que c'était 6e ou 7e en Ligue 1 et des éliminations contre des 4e divisions en Coupe de France. Donc le club lui a imposé ça et il navigue à vue. Il navigue à vue, les joueurs le sentent. Et donc au final, bah, ça donne quelque chose qui est moyen. Mais encore une fois, être moyen et faire des top 3, ça montre la possibilité du truc, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, à l'avenir. Oui. Et pour l'instant, c'est comme ça. Mm. D'où les débats qu'on a eus dernièrement. Faut-il virer maintenant ou pas le coach? Est-ce que c'est le moment ou pas? On leur a dit. Là, moi, ce qu'on leur propose à peu près, c'est un top 4 en Ligue 1 parce que il est possible aussi, voire même un top 5 parce qu'il est possible aussi, si j'y crois pas, mais s'il y a 2 ou 3 équipes qui vraiment sortent du lot et passent devant, tu peux te faire attraper ta deuxième ou ta troisième place, mais honnêtement, j'y crois pas. Mais globalement, c'est 2 à 5 et rien du tout en Ligue des Champions. Voilà. Donc, a priori, ça va leur convenir, ça. Parce que 2 à 5, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Concrètement, en fin de saison, c'est de Mm. l'argent. Donc, a priori, ils vont rester là-dessus. Et l'été prochain, on verra s'ils entament un nouveau cycle ou pas. Oui. Mm. Allez, je pense que on a dit l'essentiel sur ce match. On va passer à un autre match qui est un classico, mes amis. Et d'ailleurs, je viens d'envoyer le tweet pour appeler nos amis marseillais à venir nous joindre, mais aussi parisiens. Je suis là. Ah non, juste Marseille. Après, j'habite quand je suis en France, j'habite à Paris, donc je sais pas si ça peut compter. Bah, je Voilà. crois que ça compte parce que moi je suis né à Paris et je supporte l'OM, donc ça compte, Donc non? voilà, exactement.
Bon, ce bon vieux classico qu'on nous a vendu, voilà, vendu, revendu. Oui, la meilleure affiche de la Ligue 1, qui est en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. On va boycotter, blablabli. Bref, je vais pas trop polémiquer. Toujours est-il que... Alors moi, j'ai plusieurs lectures de ce match. La première, évidemment, c'est que je suis très content de l'équipe marseillaise qui a, à mon sens, enfin joué un vrai classico dans l'engagement et dans l'intensité. C'est ça qui est demandé lorsque les joueurs sont sur le terrain et encore plus contre le PSG. Donc, ben, je vais être très franc avec vous. Même s'il n'y avait pas eu victoire au bout, j'aurais été quand même très fier des joueurs sur ce qu'ils ont produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ben, forcément, il faut en parler. Il y a eu énormément d'absents côté parisien. Si on fait la liste, Dembélé, Doué, Neves et Barcola. Donc tu enlèves ces quatre-là, c'est pas le même PSG quand même. Ça, c'est une certitude. Mais même si tu enlèves ces quatre-là, on peut décemment pas parler d'une équipe B. Parce que ça reste quand même une équipe qui est très forte et même avec la compo d'hier, bah tu peux gagner le Classico et tu peux gagner la Ligue 1. Ça, c'est une certitude. Donc, écoute, il y a eu trois grosses occasions côté OM, avec évidemment une possession qui était plus en faveur du PSG, notamment parce que en seconde période, ben, il y a eu quand même un effet bloc bas hein, du côté de l'OM, où avec ce but, finalement, les Olympiens ont décidé de laisser le ballon au PSG et on serait tenté de dire est-ce que vraiment on a le choix? Voilà. Et puis de l'autre côté, on a eu beaucoup de tirs, on a eu 5 tirs cadrés, mais on a eu une défense solide et on a eu un excellent roulis en face. Et à partir de là, bah, on a eu finalement la pièce qui est tombée du côté de l'OM. Et au global, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même un arbitrage cohérent, c'est-à-dire que voilà, on peut toujours dire ah là il y a eu des trucs, ah machin. Côté parisien, ils peuvent voir des choses qui leur ont pas plu d'un point de vue arbitrage. Côté marseillais, on peut voir aussi des choses qui nous plaisent pas, mais au final, moi j'ai trouvé que dans l'ensemble, l'arbitrage était plutôt correct. Donc oui Manu. Honnêtement, l'arbitrage, c'est un prétexte à chaque fois. Alors oui, parfois ça arrive que ça tue un match, qu'il n'y ait que des trucs, qu'il n'y ait pas un carton rouge. Mais quand il faut analyser à la fois l'arbitrage, parce que ça compte, mais il y a un match qui se joue en dehors de l'arbitrage. Bien sûr. Euh, et ça, l'arbitrage, c'est un prétexte à un match qui s'est joué et que les gens ne veulent pas analyser parce que ça ne leur convient pas. En général, c'est ça. Mais ok, on fait des sujets arbitrage très bien, ça a une importance évidemment. Et en dehors de ça, il y a un match à analyser. Et par exemple, quand tu prends Lens-Lille, il y a des faits d'arbitrage, mais le match à analyser, c'est que Lens a été meilleur. Euh, donc au final, il n'y a même pas de débat arbitrage, j'ai envie de te dire. Oui, parfois, oui, ça arrive, on est d'accord. Bref, là, moi, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça et ça faisait longtemps que j'avais pas du mal à dire du PSG parce que je l'ai dit beaucoup, beaucoup de bien du PSG et hier, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai rien compris j'ai vu un PSG vraiment. Tu as parlé de pièces du bon côté, je suis pas d'accord. L'OM gagne 1-0 hier et c'est normal. Rouli fait des énormes arrêts au Bernabeu, mais hier, il sort une frappe de loin de Vitinha, c'est à peu près tout. Et si, celle d'Hakimi. Hakimi, oui. Ah, frappe d'Hakimi. Celle d'Hakimi qui est pour moi un arrêt de classe mondiale, cet arrêt-là. Ouais. C'est tout. Sinon, il a rien à faire. 2 arrêts sur 90 minutes. Greff, il a fait pareil à la 94e. Oui, non, mais en fait, solide. oui, non, mais ça, il a toujours été. De toute façon, tu as raison. Ça reste Je parle de la un des défense. meilleurs Hein. gardiens. On n'avait pas Le plus- l'habitude d'avoir une défense solide. C'est surtout ça, quoi. Ouais, et ça, je vais en parler parce que c'est pour moi, ça a été intelligent. Mais pour moi, il y a deux choses. Voilà, pour résumer rapidement, il y a deux choses. Il y a le fait que
J'ai pas reconnu le PSG, j'ai trouvé le PSG immonde. Le changement tactique, il est immonde. J'aime pas ce schéma avec Rennes, je l'aime pas au PSG non plus. Il commence, s'il recommence à se dire le PSG a gagné un peu trop facilement, maintenant il va gagner comme je veux moi, on va recommencer à ouvrir son sujet à lui, là, le type sur Enrique. le banc. Mais ce n'est pas le cas. Il y avait aussi les absents, il y avait aussi, ok, très bien. Maintenant, j'ai pas reconnu le PSG. Et de l'autre côté, d'autant plus qu'il fait ça pour libérer, on m'explique, et tout le monde m'explique ça, hein. Mais c'est génial, ça, c'est le futur, tu libères tes Hakimi et Mendes, mais attends, mes latéraux, ils sont bridés. J'ai jamais vu Hakimi et Mendes aussi nuls qu'hier soir, et quand ils sont latéraux, ils sont exceptionnels. Il faut m'expliquer. Tu fais un schéma pour les libérer, ils sont nuls, mais par contre, quand ils jouent latéraux, ils sont exceptionnels. Ouais, il y a quelque chose qui va pas, bref. T'as pas assez travaillé, en fait. En tout cas, j'ai rien vu de ce que tu as voulu faire. Et au-delà de ça, il y a l'OM qui, pour moi, était très intelligent, parce qu'ils ils ont, en termes de match, c'est intéressant. Ils ont lutté pour la position du ballon, ils ont réussi à lutter, ils ont eu des situations, il y a le but, il y a la barre de Guiri, et tu l'as dit, petit à petit, ça a reculé et c'était intelligent. C'est intelligent parce qu'en fait, ils ont vu que le PSG faisait circuler le ballon, mais ne trouvait aucune solution, aucune situation. Et donc, tu fermes les espaces que ça aurait pu être une des seules situations. Lancer dans le dos Gvara, lancer dans le dos Hakimi et Mendes, ils auraient pu exister comme ça en lançant des longs ballons et vas-y, partez à la course. Ben, en fermant petit à petit, le PSG a mis le pied sur le ballon, mais de manière totalement stérile, sans aucune capacité à trouver des occasions. Moi, j'ai trouvé que l'OM avait été supérieur. Oui, les absents. Oui, mais j'ai lu que c'était une équipe à 390 millions d'euros. Si tu peux pas gagner un classique avec une équipe à 390 millions d'euros, il te faut quoi? C'est bizarre. Donc non, non, c'est pas les absences, c'est que l'OM a vraiment très bien joué. Après, peut-être aussi la cérémonie, tout ça, j'en sais rien. Le fait qu'il n'y ait pas le président, moi, je trouve pas ça normal. Mais voilà, le fait est que l'OM a été supérieur pour moi. Et victoire méritée. Bravo à De Zerbi qui s'est un petit peu renié, mais il faut le faire aussi de manière très ponctuelle. Et c'est une intelligence de le faire. Et ça ne veut pas dire que dans d'autres matchs, il faudra jouer comme ça, loin de là. Mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça, ça a concédé beaucoup moins d'occasions. C'était bien. Bravo pour le plan de jeu, bravo pour les individualités. Et victoire méritée, logique. Vas-y, Laurent. Alors, déjà, t'as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que ça fait depuis 2 jours que je le dis. Moi, ce que je voulais voir de ce match-là, c'était déjà les intentions des Marseillais. Je l'ai répété à plein de gens, mais je n'ai toujours pas digéré la prestation, même pas pendant tout le match, mais de 20 minutes ou des 25 minutes la saison dernière. Et j'avais envie de voir autre chose. Et vraiment, on fait ce match-là en perdant 1-0, ça me dérange pas. Bon, enfin, ça me fait chier, hein, quand même. Mais j'aurais été content de voir que les intentions étaient totalement différentes. Et c'est vrai que Manu l'a dit, on a un De Zerbi, certains le trouvent un peu fermé ou enfin un peu dogmatique, etc. Et en fait, il a montré sur les 2 matchs d'ailleurs, parce que celui du Real aussi, qu'il n'était pas dogmatique, qu'il pouvait s'ouvrir, qu'il pouvait changer sa tactique, s'adapter aussi à certaines équipes. Parce que faut aussi relativiser, le Real, le PSG ou Liverpool, on va pas les rencontrer toutes les semaines. Donc il s'est adapté. Et pour moi, De Zerbi a gagné le match face sur Luis Enrique, qui, tu l'as dit Emmanuel, il a fait une tactique, mais c'est n'importe quoi. Enfin, tes mots, c'est t'as rarement vu Hakimi et Nuno Mendes aussi mauvais. C'est ça. En fait, tu avais l'impression que les mecs, ils n'avaient pas le droit de se décaler de la ligne de touche de plus d'1 mètre. Toi, ils étaient obligés de rester collés, collés, collés. Derrière, effectivement, Marseille avait mis sa défense et sa tactique défensive en place et ça a très bien fonctionné. Et c'est là où je veux aussi féliciter, parce que je viens de féliciter le De Zerbi, mais les joueurs. J'ai rarement vu Marseille les joueurs sous De Zerbi aussi sérieux tactiquement. Ils ont respecté les consignes et c'est pour ça que je mets en avant Moi, j'ai déjà tapé sur De Zerbi, mais sur ce coup-là, je trouve qu'il a très très bien géré le truc parce que ces joueurs ont adhéré à sa tactique et les joueurs ont respecté les consignes pendant les 95 minutes à jouer. Voilà, c'est-à-dire que les décalages, ne pas se jeter, prendre quand le ballon était du côté de Nuno Mendes, couvrir à 3 les 2 joueurs, qui est celui qui venait aider Nuno Mendes, et de l'autre côté entre Gvara et Hakimi, couvrir à 3 quand les deux combinaient.
Franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé ce match-là. Bon, après, sans revenir sur la déclaration de Zabarni, on méritait de gagner ce match. Va falloir qu'il regarde le match parce que tu peux pas dire ça. Et Zabarni est le meilleur match et le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il a quasiment pas perdu un duel. Et franchement, il fait un gros match. Et puis après, bah voilà, Marseille, j'en ai parlé tout à l'heure. Deuxième minute, le tacle d'Emerson. Troisième minute, le taquet dans le dos. Moi, ça me fait marrer parce que c'est ce genre de geste. Et en plus, Höjbjerg qui met un énorme taquet dans le dos à Vitinha, qui derrière va lui taper dans la main, genre, ouais, ça joue, hein. Tiens, un truc, genre, Ah non, mais oui, genre, je l'ai pas fait exprès, alors que, non, non, il vient exactement pour ceux qui voudront. C'est exactement ce qu'ont fait les Italiens lors de la finale de la Coupe du Monde en 2006 sur Thierry Henry. Le défenseur met un énorme taquet à Thierry Henry qui a mis quasiment 60 minutes, voire 80 minutes, voire il s'en est parmi pendant tout le match. Là, c'est ce qu'a fait Hochberg. Il a mis un énorme taquet à Vitinha. Je vais enchaîner. Vitinha, qui est un joueur. Je sais pas comment quelqu'un peut ne pas aimer Vitinha. Ce joueur est extraordinaire. Voilà. Sa tentative de lob, mais qu'est-ce qu'elle est. eh Enfin, oui. je sais pas toi, Nicolas, hein, mais moi, j'ai mon cœur qui s'est arrêté. Voilà, je le dis. Ah, je me suis dit, putain, Et il va pas la mettre quand même. mais voilà, après, faut aussi parler. Et franchement, tous les joueurs marseillais, pardon, ont été impeccables. Bon, bah, Balerdi nous a fait ses deux bourdes. Sur ce match-là, elles n'ont pas eu de conséquences, parce que sa première tentative de dribble, là, je te jure, Ah ouais. Quand il se je suis pas retourne du genre à dos au insulter, jeu, mais là, voilà, mais là, je crois, il y a deux, trois noms d'oiseaux, comme on dit, qui sont sortis. Et puis l'autre où alors là il a pas de bol, c'est que le ballon rebondit un peu bizarrement, ça tape son genou, heureusement, voilà. Un Rouli extraordinaire, extraordinaire. Il et vient de sortir deux prestations et l'action vraiment, où il va chercher le vas-y. ballon, ben, Ah c'est oui, en profondeur sur Ruiz. sur Gvara, Ah, c'est sur ou Gvara? Ruiz, t'as raison. Je sais Je plus. sais plus, c'est l'un Ouais. des deux. Mais cette lecture, en fait, la lecture des ballons en profondeur et puis son arrêt sur Hakimi, moi je le dis, hein, l'arrêt sur Hakimi, c'est un arrêt, mais de classe mondiale. Vraiment, quand tu vois la puissance, la soudaineté, il se jette à terre, enfin franchement, voilà. Ouais. Et donc, et puis de l'autre côté parisien, t'as Ramos, je sais pas, il a joué, Ouais, peut-être. il a essayé de mettre une Voilà. tête à un moment donné. Ouais, et Gvara, joueur que j'adore, autant Ramos, j'aime pas, je m'en fiche, mais alors Gvara, joueur que j'adore, enfin, e- extrêmement mauvais. Il fait un match cataclysmique, Gvara. Et Ah, ça se voyait à sa tête. Tu sais, le body ouais. language, mais il y a aussi ce que tu lis sur le visage, sur son visage, ça se voyait que, il était pas bien. Donc voilà, on a su profiter. Marseille mérite la victoire sans pour moi aucune forme de contestation aussi. Tu mets fin à une certaine période, parce que moi je connais très bien la date de la dernière victoire, puisque mon fils est né un 21 novembre, et donc un lundi, à chaque fois dans tes lives, j'ai au moins parlé d'un moment de ma vie privée, mais donc il est né un lundi, on rentre le samedi de chez nous. Et c'est mon fils, c'est mon premier enfant. Et le dimanche soir, il dort sur moi. Je suis dans le lit et je me souviens, j'ai pas la télé. J'ai mis le match à la radio et il dort sur moi et j'entends le 3 et on gagne 3-0. Donc c'était le 27 novembre 2011. Voilà. Et là, tu te dis, putain, et 27 novembre 2011, et il a fallu attendre le 22 septembre 2025 pour qu'on regagne un match à domicile. Ça fait du bien. La manière fait énormément de bien. Voilà, et je suis content de l'interview de Zerbi. Bon, après, il a son pétage de plomb, son carton rouge. Voilà, On va en c'est discuter. de Zerbi. Voilà, mais je suis content de son discours à la fin. C'est-à-dire que tout de suite, si c'est pour perdre contre Strasbourg et l'Ajax, franchement, ça servait à rien de gagner. Tu te replaces, tu t'es pas largué parce que si Paris, sans viser le titre, mais tu aurais déjà été à 9 points de Paris si t'avais perdu ce match-là hier. Là, t'es à 3 points des leaders, voilà, et tu as rencontré Paris, tu as rencontré Rennes, tu as rencontré Lyon. Donc, c'est les équipes, entre guillemets, un peu hautes du championnat. Donc voilà, franchement, c'est que du positif. Voilà. Et mention spéciale à Greenwood en espérant qu'il refasse ça tous les week-ends. Voilà. Mais Oui, dans vraiment, l'engagement, oui. toute l'équipe, ouais, dans l'engagement. Mais vraiment, vraiment satisfait, comme tu l'as dit, très bien. C'est parce que a montré l'équipe, quoi. Dans l'intensité et dans l'engagement, c'est ça qu'on attend d'une équipe comme Marseille, quoi. Voilà. Exactement. Et moi, j'ai quand même une question à vous poser vis-à-vis de Roberto De Zerbi. On a souvent justement parlé
comme vous l'avez dit, hein, de ses idées arrêtées, parfois même jusqu'au dogme. Mais est-ce que finalement, euh, ces idées arrêtées, c'était pas aussi parce que il avait compris qu'il n'avait pas les joueurs pour avoir un schéma comme on a vu hier en fait? Tu penses pas ça, Manu? Non, il est capable de changer. Là, contre Madrid, il change déjà un peu, c'est vrai, mais là, hier, il change complètement parce que à Madrid, Ouah, il joue pas à piston droit. À Madrid, Ouah, il joue ailier gauche. Et tu joues vraiment à 4 derrière et ça t'a fragilisé. Là, hier, il y allait à 5. Tu avais vraiment Ouah, piston droit, qui était un cinquième défenseur, ce qui n'était pas le cas à Madrid. Donc là, hier, il s'est encore plus renié que d'habitude, mais c'est bien et tant mieux parce qu'il fallait le faire, donc c'est intelligent. La prochaine étape pour De Zerbi, c'est être capable de comprendre, et mais il le sait, hein, mais de trouver les solutions dans les contextes de 90% des matchs qui ne sont pas Madrid et le PSG, ou Marseille à 75-80% de possession du ballon, et arrêter de demander à Léo Balardi d'avoir le ballon. Déjà, tu as le ballon 80% du temps, et tu demandes à ton défenseur central d'avoir le ballon 75% de ces 80% du temps. Ça, c'est plus possible. Il faut qu'il trouve des solutions maintenant dans un autre contexte de match, parce que là, il les a trouvées. Euh, Facile ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il l'a fait, il a trouvé les bonnes solutions et ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce contexte-là, il n'existe pas dans 90% des matchs de l'OM. Et c'est là où il sera attendu et où moi, j'attends bien plus. Oui, Mais il est parfaitement capable de le faire. Et il l'a déjà fait. Donc c'est ça qui est frustrant. Et c'est là où je suis quand même assez optimiste et positif, c'est que ça, il a vu que Balerdi était meilleur quand il n'avait pas le ballon, quand c'était un vrai défenseur central. Donc, à partir de ce moment-là, arrête de lui demander d'organiser le jeu quand tu as le ballon. Demande à un milieu de terrain. Et ça a commencé à être fait aussi, avec l'importance de ces milieux de terrain, de O'Reilly, de Kondogbia à Madrid, mais de O'Reilly là contre le PSG, de Hochberg. Hochberg, on en avait parlé avec Romain. Il avait dit que Hochberg, il n'allait pas assez vers l'avant avec le ballon à Madrid. Et ben là, Hochberg, il était beaucoup plus tourné vers les. Son corps était tourné vers l'avant pour les passes. Donc, ça va venir. Ça va venir. Moi, je suis positif. C'est très bien. C'est très bien. Je ne pensais pas que ça allait être le cas. Parce que, pas à cause de l'OM, parce que je pensais que le PSG allait être bon. Voilà. Bah, je me suis planté. Ah oui, Mais... non, mais voilà. Merci Luis Enrique, hein. Vraiment, il peut refaire ça à chaque fois contre Marseille. Je, Mais, vraiment, merci, merci. ça n'enlève pas que l'OM a fait Oui, exactement ah ce qu'il fallait. exactement. Et Mais bien son sûr, intensité, Laurent, c'est c'est la a base. raison. Les joueurs ont été parfaits. Le fait de mettre Wea à ce poste-là, tu as fermé encore plus d'espace, tu as tout fermé. Bon, tu n'as pas eu beaucoup de ballons, mais tu as tout fermé, tu n'as rien concédé, tu as gagné beaucoup de duels et tu as gagné le match, tout simplement. Donc, très bien. Et ce que je voulais dire exactement. de mon côté, c'était que finalement, enfin, on l'a répété, mais moi ça me semble aussi légitime. Un Emerson, un Aguerd, un Pavard, un Wea, forcément, si tu les as pas, bah ton schéma, il est différent. Et ta vision de l'équipe, elle est différente. Et c'est pour ça que pour moi, De Zerbi s'accrochait aussi à quelque chose, notamment la saison dernière, sur des principes, parce que peut-être il avait Non, Nico. identifié qu'il n'avait pas les armes pour jouer Non, parce de cette façon. il faisait ça aussi avec des joueurs qui étaient nettement moins bons, avec les Ulysse Garcia. Il a joué plusieurs fois dans ce schéma à 5, et même on lui a reproché. Souviens-toi combien de fois je lui ai reproché l'année dernière de le faire. Et il avait Mais des joueurs moins bons, mais il le faisait. Là, il n'a pas trouvé la solution parce qu'il a des meilleurs joueurs. Ça a fonctionné parce qu'il y a des meilleurs joueurs. Oui, ça c'est les joueurs qui sont arrivés. Naguère est exceptionnel. Pavard est très bon. Wea fait plutôt est plutôt couteau suisse, c'est plutôt intéressant. Donc oui, maintenant c'est mieux. Mais l'année dernière, il l'avait fait. Et ils s'entêtaient à faire des schémas, par exemple, à 5 derrière, avec des joueurs qui n'étaient pas bons, qui n'avaient pas le niveau. C'est pas parce que maintenant il a les bons joueurs qu'il s'est adapté. Non, c'est il s'est adapté juste sur 2 matchs où il fallait le faire. Là, c'est Madrid et le PSG. Très bien. Mais maintenant, ce qu'on attend, c'est dans les autres matchs où il va devoir avoir le ballon et créer le jeu et trouver des solutions là-dessus. C'est là où je l'attends maintenant. ok. Et bah, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup d'attentes. On en parlait par rapport à ce qu'est capable de faire Greenwood sur ce match-là. C'est à mon sens ce qu'essaye de lui inculquer Roberto De Zerbi depuis qu'il est arrivé. Ben voilà, ne pas être spectateur lorsqu'il n'a pas le ballon.
Son jeu sans ballon est super important. Et évidemment, je parle de Greenwood, mais c'est vrai pour tous les joueurs dans cette équipe-là. On a vu comment Gouiri a participé au pressing et à faire aussi ce jeu-là. Et peut-être que c'est au détriment de lui, ses capacités offensives. Parce Non, que mais tu as raison. Pour moi, ça fonctionne. Ça. Là, pour moi, là, il a réussi quelque chose. Que par exemple, un coach qui ne parle pas avec ses joueurs ne peut pas réussir. Il a réussi. J'ai vu Greenwood courir comme je l'ai très rarement vu courir. Hein. Alors, il a servi à rien parce que l'OM n'a pas eu le ballon. Et ça, tu l'as dit, c'est pas parce qu'il a couru, c'est parce que dans ce contexte de match, tu défends bas, t'as pas le ballon. Comment tu veux que ton artiste, il existe? Il peut pas exister. Il va pas prendre le il a une ballon. action. Il a une Oui, action dans le mais match. il n'a pas l'impact avec ballon qu'il a normalement dans 90% des matchs. Parce que c'est pas possible. Mais par contre, là, il y a une vraie évolution. Et là, il est en train de réussir quelque chose par le fait d'être proche avec ses joueurs, de leur parler de foot, de leur montrer des autres joueurs. Il a parlé de Rafinha. Bon, Rafinha, tout le monde connaît, mais ça se voit qu'il peut te parler d'autres équipes, d'autres joueurs, des références que les joueurs comprennent. Et ben là, oui, là, tu as raison. Là, j'ai vu une différence. J'ai vu un joueur qui avait envie de courir, qui a beaucoup couru. Ça a gêné parfois les premières relances du PSG. Ouais, là-dessus, c'est un vrai impact qu'il a de Zerbi sur l'attitude de Greenwood. J'espère que Greenwood va apprendre de ce match-là. J'espère. Je J'espère qu'il pense va que oui. comprendre. Voilà. Déjà à Madrid. Qu'il va comprendre ce que c'est. Ouais, non, mais voilà, qu'il va comprendre ce que c'est d'être un footballeur professionnel. C'est bien beau de faire ses gris-gris, ses machins, ces trucs. On attend ça de lui, mais on n'attend pas que ça de lui. Voilà. Donc il va vraiment falloir que il comprenne que les deux prestations qu'il a faites là, c'est ça. S'il veut être un grand joueur un jour, euh, c'est ce qu'il doit donner à ses clubs. Alors, donc on verra bien maintenant. Mais vraiment, je suis très très satisfait de tout ce qu'on a vu, enfin voilà, que ce soit tactique, que ce soit engagement, que ce soit respect des consignes. Vraiment, moi c'est le côté respect des consignes qui m'a fait kiffer quoi. C'est et quand Nadir rentre, quand Murillo rentre, etc. T'as pas vu spécialement de différence. Oui, C'est ça parce me que les faisait mecs, ils très savaient ce peur. qu'ils, Ça me faisait voilà, très peur les ils savaient ce remplacements. qu'ils, exactement, ils savaient ce qu'ils avaient à faire et ils l'ont fait quoi. Voilà, ils n'ont pas cherché à faire autre chose. Voilà. D'ailleurs, Après, je vais les bon, mettre. Aubameyang rate son 1 contre 1, Oui, Aubameyang et mais puis Greenwood aussi. et, et Greenwood sur un contrôle. Mais Greenwood, c'est vrai que c'est pas simple parce que il est obligé il est obligé de la jouer comme ça parce qu'il a les deux Parisiens qui le collent. Donc il tente. Voilà. Après, une petite aussi merci à Chevalier parce qu'il fait une sortie Très hasardeuse. catastrophique. Voilà, catastrophique. Vraiment, je comprends pas ce qui. Et beaucoup, moi, pour avoir écouté des Space parisiens aujourd'hui, beaucoup disent il a de la chance qu'il y ait eu le Ballon d'Or parce que sinon, ça aurait beaucoup parlé de lui et parce que c'est lui qui est responsable du but encaissé. Donc, c'est lui qui porte la défaite. Mais bon, voilà, tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Après, Marquinhos n'était pas Et obligé de mettre le ballon au fond non plus, mais si, si, je te jure. Mais justement, parlons-en, parce que, enfin, je veux dire, on l'a vu faire des matchs quand même très 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 forts, Chevalier, ces derniers temps. Il a fait des arrêts sur penalty notamment, double arrêt sur penalty à retirer, totalement incroyable. Et comment est-ce que on peut expliquer qu'un Chevalier, il a quand même expérimenté? Il est expérimenté quand même en Ligue 1. Comment il peut passer au travers de ce match? Mais il est pas bon dans les airs. Ça se savait. Hein. Bah, Il est pas bon dans comme les sorties Didio alors. aériennes. Oui, mais exactement. Et Dijon, c'est là où c'est pas très grave. C'est que Donnarumma, d'être aussi fort que ce que tout le monde a vu sur la deuxième partie de saison en Ligue des Champions, etc., sur penalty, il a coûté beaucoup de buts. Et Chevalier, il peut coûter des buts. Il peut coûter des buts parce qu'il sort bizarrement. Là, il sort, mais tu as l'impression qu'il est de tension. Il sort vraiment avec 1 minute de retard, limite. Le ballon, il arrive presque sur la garde que lui, il commence à sortir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il a lu le truc? Donc, sur les sorties aériennes, il est très hésitant. Au pied, moi, Luis Enrique, c'était un prétexte parce qu'en réalité, la qualité de Chevalier, c'est pas au pied non plus. Plusieurs fois, l'OM est sorti sur lui, il savait pas comment relancer. Et tu te demandes s'il va pas perdre le ballon sur chaque relance au pied. Et il ne te trouve pas des passes intéressantes.
il te trouve son premier défenseur central qui doit faire une course pour se décaler pour demander le ballon. Donc Chevalier, il a des lacunes. Hein. Il a des lacunes. Euh, c'est un jeune gardien. C'est un jeune gardien. Et c'est là où c'est pas grave. C'est que tu l'as dit, il a aussi des points forts sur penalty, sur sa ligne. Donc ça va être l'évolution. Donnarumma, ça a pris du temps. Chevalier, ça peut prendre un peu de temps. Juste, je voulais rebondir là-dessus parce que, comment il s'appelle? Rouli, voilà, chercher son nom. A fait des arrêts, mais il a aussi, il y a deux, trois ballons dégagés où il Sur joue coup franc, super bien le coup. où il va aller chercher très loin. Ça, j'ai été impressionné, ouais. Voilà, et vraiment, je sais qu'il y en a au moins deux où il trouve le joueur au centre, et du coup, ça fait, il y a une action qui est mal jouée après, mais en tout cas, lui Oui, trouve quasiment un décalage rien que sur son dégagement, quoi. Et il l'a Ah fait oui, deux fois. là, tu Et- parles du jeu au pied. Oui, mais même sur les sorties oui, aériennes, où ah, il y a les eu plusieurs sorties, coups francs, les coups francs, à un moment, ils sont enchaînés du côté du PSG et il allait les chercher très très loin. Et ça, hum, c'est hyper précieux parce que du coup, tu subis pas le coup franc et tu as un gardien qui est capable d'aller très oh, loin, aller chercher le ballon. pardon, Claudia Cardinal est décédée. d'accord. Ouais, je suis désolé, Ah ouais, j'adore cette actrice. C'est- ben, Les rip, hein. cheveux blancs font que je suis vieux Rip. et que, voilà. Et bah oui, enfin c'est pas à moi qu'il faut vanter les mérites de Rouli, hein, ça c'est sûr. Mais soit dit en passant, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait des phases de jeu. Alors bon, c'est voilà, c'est mon chouchou, hein, j'ai le droit de pointer du doigt parfois des choses pas super travaillées, mais lorsque il était côté droit, parfois il se décalait justement, hein, passant en retrait, il se décalait côté droit et il envoyait des ballons, mais pour personne. Donc ça arrivait. Donc après, ça dépend de l'appel aussi de l'attaquant. Enfin bref, on connaît la chanson. Mais il y a quand même deux, trois fois où il allait chercher en profondeur, il n'y avait personne, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas une consigne, et ça c'est possible, et ça serait aussi intelligent, parce que d'habitude il a la consigne de tout le temps ressortir court, peu importe la Oui, situation, et de toute façon il a tout le loisir de le faire parce que il est jamais pressé en général. Là, je pense que De Zerbi lui a dit si tu dois allonger, allonge. Parce que de toute façon, on va pas tout le temps construire de derrière, on n'aura pas tout le temps le ballon. Donc si tu dois allonger, et une fois il a allongé, Pavard est parti tout seul, tout oui, seul. côté droit, ouais. Ouais. Donc je pense que c'est une consigne. Moi, j'ai été impressionné. Et c'est là aussi où pour moi, j'ai vu la différence entre les deux coachs. Comment Rouli demandait le ballon, ça c'est entièrement vrai, c'est très bien vu. Il demandait le ballon comme un défenseur central. Vraiment, il venait prendre la position d'un défenseur central et pas face à son but à attendre le ballon comme ça, comme c'était le cas de Chevalier. La manière de ressortir le ballon, c'est des consignes. Soit tu ressors court et ça se voit, soit là il avait la capacité, le droit d'allonger et il le faisait. En fait, ouais, tout est travaillé, quoi. Et tout est travaillé, ce qui ne veut pas dire que tout est bon, hein, parce Bien que sûr. je retire pas des manques et des lacunes que je disais avant, mais ça se voit qu'en fait, ce qu'il leur dit, il leur donne les consignes, il le travaille, il le fait. Et ça, c'est rare quand même, tu vois. Ça, c'est moi la plupart du temps, je me demande, mais qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Si tu mets les joueurs sur une feuille et tu donnes la feuille, c'est pareil. Mais là, tu vois la différence. Et ça, quand même, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on a dit bien de Marseille, ça fait plaisir. Ah, écoute, quand ils font un bon match, voilà, ils mettent les bons ingrédients. Forcément, quand on dit du bien, c'est quand c'est pas le cas qu'il faut. Ah, s'ils avaient réussi à faire ce mercato pour début août, ça aurait été. Ah oui, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure avec De Zerbi. S'il avait eu les joueurs que j'ai cités bien avant, ça serait pas 9 points sur 15, hein. Mm, Moi, j'en suis convaincu. Mais mm. bon, on va pas refaire le match, on va pas refaire ce qui s'est passé non plus en coulisses lors du déplacement à Rennes. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, faut voir le futur qui, pour moi, est plutôt plaisant. Après le début de saison que je qualifie en enfer qu'on a vécu. Parce que voilà, clairement, c'était pas serein, hein. C'était pas Non. serein. Il a fallu que Mehdi Benatia vienne, voilà, s'ouvre au micro, calmer les choses. Voilà, je pense que on n'a pas encore tout le fin mot de ce qui se passait pendant tous ces matchs. Mais j'aimerais quand même que Mehdi Benassa, il existe un petit peu moins. Parce qu'il est très important et son rôle sur le mercato, il est très bien.
Mais à un moment, au cours de la saison, tu dois aussi t'effacer un petit peu pour laisser le secteur vraiment du terrain, le staff terrain. Et moi, le fait que Benassa soit tout le temps en avant, ça m'embête un petit peu parce qu'au final, l'évolution sur le terrain, à partir du moment où le mercato est terminé, elle va venir que de De Zerbi. À moins que Benassia aille faire les séances et qu'il explique ce qu'il veut, ce qui a priori n'est pas le cas, le changement, Alors, il va venir de De Zerbi. Et l'évolution, elle va venir de lui. Et c'est ça que je moi vais, j'attends et que je veux voir. je vais te répondre là-dessus parce que tu n'as peut-être pas vu le documentaire de Marseille, mais Benassia explique son rôle. Il est à tous les entraînements, il le dit, c'est que il est pour pouvoir, quand il l'explique comme ça, hein. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est voilà, mais il l'explique comme ça. C'est qu'il sait qu'il va être appelé en tant que directeur sportif par des agents en disant pourquoi mon joueur joue pas, etc. Et il veut pouvoir Le lui constater, ouais. dire tu veux savoir pourquoi ton joueur joue pas? Bah viens ou je t'envoie des vidéos. Voilà, je vais t'envoyer des vidéos, puis tu vas comprendre pourquoi ton joueur joue pas. Et il l'explique dans, je crois que c'est dans le deuxième épisode, si je me trompe pas, du documentaire sur la saison dernière. Il explique ce rôle-là. Il explique aussi qu'il a un rôle très important dans le lien entre l'institution et les joueurs. C'est-à-dire que c'est un tampon supplémentaire parce que De Zerbi est quelqu'un de sanguin et lui a l'air d'être beaucoup plus calme et il fait ce lien aussi. Voilà, il discute beaucoup. On l'a vu, on le Hmm. voit dans le documentaire, il en parle. Il discute, il discute énormément. Il a discuté énormément avec Wai, avec d'autres joueurs. Mais on le voit avec Wai, il le dit, il dit mais moi j'ai dîné avec Wai, on a parlé ensemble, etc. Mais voilà, après, le joueur le fait ou le fait pas, ça Bien sûr. Mais il a un rôle de directeur sportif qui est beaucoup plus important que celui de simple achat-vente, quoi. Voilà, tu Ouais, as non, mais besoin de quel t'as joueur, raison. voilà. Et c'est bien, c'est une bonne chose qu'il soit actif, qu'il soit présent. Mais encore une fois, si l'OM a fait ces deux matchs-là, c'est parce que d'abord, de base, il y a eu un bon mercato, ça ok, très bien. Mais ensuite, c'est surtout parce que De Zerbi a mis en place quelque chose tactiquement qui est cohérent et qui fonctionne. Et pour que ça fonctionne à l'avenir, et là, sur les prochaines semaines, il parle de Strasbourg, de l'Ajax et globalement de tous les autres matchs, c'est à De Zerbi de mettre en place quelque chose qui va permettre d'être plus fort que ce qui a été le cas par le passé. Et ça, c'est pas avec les interventions du directeur sportif, d'autres personnes que l'entraîneur et son staff. Et c'est là où Sûr, ça sera important. sûr, C'est Manu. la compréhension que c'est à De Zerbi de donner les seules consignes tactiques pour les prochains matchs et pour l'avenir Oui, Mais, de cette équipe. mais t'oublies mais qu'il y a un pardon, contexte. Nico. Mais tu oublies qu'il y a un contexte marseillais qui a Oui, démontré plus d'une oui, fois qu'il était tellement explosif qu'il y a c'est vrai aussi. besoin de quelqu'un qui met de l'huile dans les rouages, en fait. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai C'est aussi. Et pas ça. d'huile sur le feu. Ouais, ouais. Pas de l'huile sur Voilà. le feu. Non, non, Surtout mais pas. exactement. Non, mais ce que dit Nico est très juste. C'est-à-dire que tu as un contexte particulier et vraiment, si ce passage-là où il explique très bien son rôle et tu sens que c'est un point supplémentaire et qui c'est pas un point qui va contrebalancer. C'est-à-dire, il n'est pas là pour expliquer tactiquement. Il est là pour expliquer et aider et je pense décharger le coach sur le fait de voilà, voilà pourquoi tu joues moins, voilà pourquoi ceci, voilà pourquoi cela. Il va pas parler 4-4-2, il faut que tu fasses ces courses-là, voilà. Mais tu le vois, il prend un temps de dingue à chaque fois pour discuter avec l'ensemble des joueurs. Je pense que c'est vraiment le lien et ça permet aussi à Longoria d'être déchargé, de faire moins de conneries, parce que je pense il en a fait quelques-unes et d'être déchargé de ce rôle-là. Voilà, vraiment, et l'image d'hier, c'est vrai que tu pourrais croire, mais c'est parce que De Zerbi prend rouge et que il est là pour essayer de le calmer. Et quand tu le vois en plus, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le match de Coupe de France face à Lille, où il prend son carton rond, il se fait expulser, soi-disant parce qu'il a menacé l'arbitre, alors qu'il lui a juste montré qu'il y avait pénalty. Euh, En fait, il vient pour calmer les choses. Et à la base, il descend de la tribune. Il dit parce que je vois que De Zerbi est en train de péter un câble et je descends pour calmer De Zerbi, calmer le banc, etc. Et lui, il est là. C'est voilà, faut sortir de l'image qui a été donnée de lui Ah bah ça. euh, par certains médias et on pourrait. Je sais pas, c'est sans doute un hasard si parce que si le fait qu'il s'appelle Mehdi n'est pas il n'y a pas eu le même traitement que quand c'était, par exemple, Mathieu Bonnemer, que c'était Daniel Scuro, je crois que c'est Danielé ou Daniel Scuro. Ouais, Scoro, ouais. Voilà, Scuro qui avait fait aussi une sortie, que Et, Olivier Létang, etc. et Vraiment, il y a eu le côté où il a été traité de, c'est quoi, c'est racaille, je crois. sulfureux, ouais. Euh,
voilà, racaille et mafieux, sulfureux, mafieux, mafieux. voilà, mafieux, etc. Voilà. Non, non, il est Et vraiment là Laurent, pour apaiser et apporter une couche supplémentaire. Laurent Manu, on n'a pas parlé de ça, mais à la mi-temps, il s'est passé un incident dans les coulisses avec Campos. Oui, mais Donc, ça, à la limite, c'est bien. Ça, à la limite, c'est bien parce que il faut du répondant à un autre. Campos, il a l'habitude d'être tout le temps dans les couloirs pour parler aux arbitres, pour gueuler tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est bien. Ça, par exemple, ça me va bien. Que c'est pas à deux arbitres d'attendre alors qu'il y a Campos qui est là, il y a d'attendre. Ok, là, Benatia, c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai pas envie de le voir sur le banc. J'ai pas envie de le voir parler avec les arbitres. Mais il y est pas, hein. En dehors des couloirs, hein. J'ai envie que tout ce qui appartient au terrain appartienne à De bien Zerbi sûr, et à son staff. Voilà, Mais il c'est est tout. pas, hein. Il est pas sur le banc. Vraiment, il est toujours en tribune à côté de Longoria. Voilà, il descend quand il y a. Voilà, là, il est descendu parce que De Zerbi s'est fait expulser, et qu'il fallait le calmer parce qu'il continue à faire son sketch. Voilà, mais sinon, il est jamais là. Et vraiment, Campos, lui, parce que tu parles de la mi-temps, mais à la fin du match, Campos en remet une couche. Et il y a la vidéo aussi avec les joueurs parisiens. Et j'aimerais un moment qu'on ait un peu plus d'éléments sur ce qui s'est passé à la fin de match, parce que voilà, t'as un vigile qui s'est plus ou moins battu avec oui. Beraldo notamment. Alors j'ai vu beaucoup de Parisiens taper en disant il va falloir que le vigile, l'OM, machin truc bile, parce que Beraldo s'est fait frapper. Quand tu regardes la vidéo en entier, disons que la vision parisienne est un peu simpliste, où tu vois que tu as 5 ou 6 Parisiens qui se jettent sur l'arbitre, tu as l'agent de sécurité qui est là pour protéger l'arbitre, et tu vois Beraldo qui chope le coup. Faut bien regarder, mais tu as Beraldo qui chope le coup de l'agent de sécurité, et là, l'agent de sécurité pète un câble. Voilà, il n'a pas pété un câble, hein, mais Beraldo a pas lui chopé Tu m'étonnes. le coup. Donc, mais tu regardes, souvenez-vous de ce qui s'est passé à la fin de la dernière défaite du Paris Saint-Germain. Tout à fait. C'est face à Chelsea. Tu as déjà eu. Et cette équipe est tellement peu habituée à perdre et à se faire rentrer dedans que tu as l'impression que les mecs, ils ont du mal, quoi. Ah Et bah, oui, oui, enfin, c'est parce que la saison dernière, vous avez perdu 2 matchs, un match? Non, je sais plus. Si, bah non, un peu plus, parce qu'il y a eu les Nice, il y a eu Strasbourg à la fin. ouais, ouais. Mais voilà, faut aussi apprendre à perdre. Et donc Ouais. voilà. Moi, c'est Mais non, ce Benassia, staff. ouais, le trio est très très bon, je le trouve. Juste, je voulais rajouter, je suis désolé de te couper. Moi, j'ai l'impression quand même que dans ce staff, il y a un effet mauvais perdant, en fait. Il y a un Hmm. effet. Euh, c'est peut-être de la psychologie, Manu, hein. C'est peut-être de se dire qu'on n'accepte pas la défaite. Et parce qu'on n'accepte pas la défaite, on a ce type de comportement. Mais in fine, ça revient au même, hein. Il y a du bon, il y a le fait, il y a de ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une mentalité inculquée de gagnant et le fait de perdre, c'est dégueulasse et c'est pas normal et c'est atroce. Et donc, quand tu perds, t'es tout de suite très mal. Et donc, tu réagis très mal. Il y a de ça. Il y a autre chose. Là, il y avait autre chose qui n'était pas bien et qui était montré par la conférence de presse de Luis Enrique qui disait, moi, j'adore rendre les stades silencieux. Il y a un peu trop d'assurance. Il commençait à y avoir un petit peu trop d'assurance et d'estime de soi et tu vois, de sentiments intouchables. Euh, Hmm. Ah, mais et le ils ont fait que jamais tu été fasses un. humbles. Ils ont jamais été humbles. À l'humilité, c'est pas quelque chose qui Contre, va contre, être. contre Mais Chelsea à la coupe, il les voyait enfoncer Oui, mais Chelsea. oui, petit à petit, ça a monté en fait. Là, clairement, d'arriver en conférence de presse avant un classique et de dire, et ben d'ailleurs, l'OM a répondu, là, hein, le compte officiel de l'OM. Mais là, quand ta conférence de presse, tu te dis, moi, j'adore climatiser les stades, c'est qu'en fait, dans ta tête, il n'y a aucune possibilité de perdre. Et c'est inenvisageable que tu perdes. Donc, ça montre que ça commençait à pas être très bien. Et le fait qu'il fasse n'importe quoi tactiquement, le fait qu'il se fasse un petit peu bouger dans les duels, et ben tout ça, ça montre que, en fait, il y avait un côté aussi pas bien à ce qui se passait. hmm. Et donc, c'est normal. C'est normal. Et oui, un petit peu mauvais perdant, mais ça, c'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave parce que c'est plutôt bon signe. Il y a le côté aussi bon signe en disant, tu sais, quand tu es tellement focalisé sur la victoire et que tu as un coach. Mais De Zerbi, c'est un peu pareil. Quand tu as un coach qui, qui est tellement rongé par ça, qui, qui en parle tout le temps, etc., qui même en rajoute, etc., eh ben, tu, tes émotions, elles sont accentuées. Donc oui, il y Oui, a un je peu de l'entends côté là. ça. C'est vrai dans n'importe quel club, il y a ce genre d'émotion qui est plus ou moins bien géré. On l'a bien vu qu'à Marseille aussi, ça peut exploser. Mais c'est vrai que ben, nous,
côté supporter de l'OM, on a ce sentiment d'injustice et d'impunité côté PSG. Et c'est ça en fait qui me désole. C'est que un Campos, il peut faire ce qu'il veut, il peut se balader où il veut, il est même pas à Paris et il vient faire Il son. faut faire la même chose. C'est ce qu'a fait Benatia et ça, pour le coup, c'était bien. Mais D'aller dans le couloir et lui répondre Benatia, et d'attendre aussi en même temps. Ça veut dire, toi, t'attends l'arbitre, il moi a aussi, pris, j'attends l'arbitre. il a pris des mois de suspension pour un geste. Alors t'imagines s'il fait comme Oui, Campos? oui, mais c'était pas pareil. C'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est pas pareil d'attendre dans les couloirs où là tout le monde attend et t'as Campos qui attend. Et Campos, une fois, il l'avait fait d'ailleurs, comme Benatia, d'aller sur le terrain et il aurait dû être suspendu. Il Il l'a était pas allé sur Ah le oui, été terrain oui, oui. et il avait gueulé sur un quatrième arbitre et et il il l'a avait pas même été. avec le doigt. Et Mais, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas mais normal. souviens-toi de Lens PSG la saison dernière, où il s'embrouille de mémoire, c'est avec Sotoka, Oui, et il les insulte. Il insulte les joueurs lensois. bien sûr. Voilà. Et des faits comme ça, t'en as plein. Mais après, Et après, pour revenir à ce que tu disais sur le coup de sifflet final, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce qu'au final, bah, c'est la frustration de la défaite. C'est tout. Oui, c'est un peu. Alors, tu peux dire, oui, ils acceptent pas la défaite, mauvais perdant. Oui, c'est un peu non, vrai. mais c'est pas ça, Manu, Mais ça va plus loin en fait. Moi, je vois de mon point de vue, j'ai l'impression que lorsque, je vais le dire comme je le pense, je suis désolé, mais lorsque des membres du staff olympien font quelque chose, eh ben, c'est monté en épingle, toute la presse en parle, tout le monde dit que Benatia c'est un mafieux sulfureux et que machin. Par contre, quand oui, t'as un mais laitan c'est qui ça, fait n'importe quoi, ou quand t'as un autre Campos ou je sais pas qui, bah ça passe crème. C'est-à-dire que à chaque fois on tape sur l'OM, on tape sur et le. ça, on en a déjà parlé et ça, j'ai déjà dit que j'étais d'accord et que l'année dernière, il y a plusieurs fois où j'ai dit que l'OM avait pas été bien traité. Il y avait des décisions qui n'étaient pas justes, arbitrales, ce qui n'empêchait pas que l'OM n'était pas à 100% non plus, mais il y avait des décisions qui n'étaient pas bonnes. Il y a Moi, je parle pas de l'exclusion de Benatia. l'arbitrage. Je parle même pas de Oui, oui, l'arbitrage, hein. mais on avait parlé aussi de l'exclusion de Benatia qui était beaucoup trop longue et qui était injustifiée. Il aurait pu Hum. prendre un ou deux matchs, personne n'en aurait parlé, ils lui ont mis 3 mois. C'était Oui, injuste. d'autant plus que dans le même temps, tu as l'étang qui lui chope le bras de l'arbitre, etc., ne prend rien. C'est ça qu'en fait. Et C'est que on est moi, d'accord tu me là-dessus. dis, Benassia, il prend une sanction. Bon, bah, il avait peut-être pas à faire éventuellement. Bon, mais tu as l'autre, l'étang qui arrive, qui chope le bras de l'arbitre 2 fois. Et lui, par contre, oh, zéro, Mais cette année, rien. c'est pas le cas. Cette année, l'OM, pour l'instant, est très bien arbitré et très bien traité. Et pour l'instant, il n'y a Oui, aucun oui, Pour problème. l'instant. Mais c'est Oui, vrai que ça, oui. tu vois quand même l'état d'esprit. Enfin, après, comment dire, j'excuse rien. C'est-à-dire que le tout corrupt de Pablo, je l'excuse pas. C'est les Oui, pétages de oui, plonge, bah oui. j'excuse pas. Tu vois, je suis pas en train Non, mais le d'excuser cas les Benatia, on en avait comportements. parlé. Et moi, j'étais contre à l'époque. J'étais Mais contre. Benatia, il fallait jamais le suspendre 3 mois. C'était ridicule. Et c'était contre l'OM et c'était contre lui. Ça, c'était ridicule. mais du coup, tu comprends aussi oui. pourquoi les supporters marseillais, eh ben, bah, ils ont l'impression que c'est eux contre le reste du monde, quoi. C'est Je le suis d'accord. sentiment. Il y avait un peu de ça. Il y avait à la fois un peu de parano et à la fois un peu de l'OM maltraité. Un peu des deux, pour moi. Ouais, Voilà bien comment sûr, moi je le vois. bien sûr. Bon, bah c'est bien, on fait des débats endiablés, mes amis. Hum. En tout cas, écoutez, on a fait le tour des matchs, alors pas tous, hein, je suis désolé, mais on a réussi à parler des matchs qui, pour moi, étaient le plus important de cette J5, et ce qui permet bah, de passer un peu plus de temps sur ces matchs-là. Voilà. Désolé pour Ah bah là, les autres surtout, il y avait le équipes. classique. T'as bien fait. Désolé pour les autres équipes, on ne peut pas parler de Hum. tout le monde. Merci encore, mes amis, De rien. d'être Merci à toi, Nico. disponibles pour parler pied-ballon. Et Ouais. même si effectivement aujourd'hui on est mardi soir, la prochaine c'est censé être le lundi soir, toujours à 21h. Donc bah, je vous dis En fonction de la météo. à lundi prochain. Non, non, arrête. Et commence pas, hein. C'est bon. Hein, moi j'aime bien mes lundis Il fait, soirs. mais il fait beau chez moi, hein. Donc voilà. Bah oui, mais normalement, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il faut couper Laurent. Oui, oui, oui. On va pas parler météo, Euh, s'il te plaît. On fera le débat une autre fois. Merci exactement. encore, bonne soirée et à bientôt. Bonne Ciao. soirée. Merci à toi, Ciao. Nico. Merci, Laurent. Salut, salut.